Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après, je sais pas, un petit mois peut-être maintenant sans épisode. On a pris un peu de vacances après la fin des playoffs pour OKC. Et ça y est, on aborde maintenant la saison prochaine, la 2024-2025. On se plonge vraiment là-dedans. Ça y est, on oublie un petit peu les playoffs alors que les finales sont encore en cours, mais on passe à autre chose, nous, de notre côté. Et pour ça, je suis avec Constant et Tom. Comment ça va, les gars? Ça Ça va. va. Fait C'est 3 rapide semaines, ouais. aujourd'hui. Non, mais ça fait 3 semaines qu'on n'a pas 3 enregistré. semaines? Ouais, Il y a eu la dirais- vidéo de Loïc sur la rétrospective des playoffs, et sinon ça fait que 3 semaines. Mais tu vois. effectivement, on n'est plus, enfin notre podcast stratégie de l'intersaison arrive plus tard que les autres années. On se demande bien pourquoi. Il nous a fallu un petit temps. Moi, perso, pendant 3 semaines, j'ai hurlé PJ Washington dans la rue de temps en temps. Et là, tout va bien. On est prêt pour préparer l'été. Vaut mieux hurler dans la rue que se réveiller en sueur la nuit en pensant à lui. Non, c'est un petit peu pareil. Non, mais on va parler de la saison prochaine, effectivement, stratégie de l'intersaison. Très proche de la draft, du coup, au final, même si la draft a été repoussée, on est vraiment proche de la draft parce que ça arrive à grands pas. Et on n'en a pas du tout parlé cette année, d'ailleurs, de la draft. Ce sera la première occasion d'en parler, sûrement un petit peu aujourd'hui. On se demande bien pourquoi. Ouais. Et comme d'habitude, si vous avez l'habitude de suivre ces épisodes, chacun, on est venu avec un petit peu notre idée de ce qu'on aimerait faire si on était à la place de Sam Presti, que ce soit réaliste ou pas. On va souvent parler de scénario idéal ou de trucs auxquels on croit pas forcément ou qu'on n'est pas convaincu. Voilà. On va essayer d'imaginer un petit peu tout ça, sachant que c'est pas ce qui se passera en vrai. On vous l'annonce en gros. Donc c'est vraiment des plans un petit peu sur la comète. Avant ça, Constant le faisait au début des épisodes sur les débriefs, ça marchait bien, donc abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à lâcher vos likes, etc. On a beaucoup de soutien là depuis les playoffs, donc merci à tous. On a eu aussi pas mal de réponses sur notre questionnaire qu'on a fait parvenir, donc ça a permis d'appuyer certaines idées qu'on avait et d'autres de les changer. Enfin voilà. Donc merci à tous ceux qui ont répondu, tous ceux qui ont fait des retours, et merci globalement de votre soutien. Et puis abonnez-vous si le contenu vous plaît. Bon là, vous l'avez pas encore écouté si vous êtes nouveau, mais ça va vous plaire, on le sait. Vu ma stratégie là, quand je vais vous faire l'effectif au final, là vous allez être content. Puis après vous allez voir la réalité, vous allez faire merde. Je crois que ça nous a été notre objectivité a été louée dans les questionnaires, donc restons quand même objectifs. C'est objectif. Oui, c'est fantaisiste mais objectif, c'est ça. Tout à fait, c'est fantaisiste mais objectif. Alors d'abord pour commencer, souvent on commence par ça. Je vais vous demander peut-être pas un nom de votre stratégie, sauf si vous en avez un, mais de me l'expliquer un petit peu en quelques mots, en quelques lignes. En gros, en quoi va consister votre stratégie sans en dévoiler un petit peu tous les mouvements. Vas-y, Constant, tu nous l'as teasé. En quoi va consister ta stratégie? En trois points bien précis: taille, porteur de balle, spacing. Voilà. C'est ça ma stratégie. Je vous dévoilerai au fur et à mesure quel joueur rentre dans quelle case au niveau de ces 3 points. Tout ça en un joueur. Oui, LeBron James. Potentiellement. Tom, toi, comment tu vois les choses? Moi, j'axe sur la continuité. C'est important, quand une équipe progresse, de garder de la continuité. Ça ne veut pas dire que je vais garder tout le monde non plus, il ne faut pas déconner. Donc il y aura 2 trucs par-ci par-là, mais je ne vais pas changer tout l'effectif comme constant. Je vais garder une base solide, la base qu'on avait cette saison. Parce que j'aime bien l'équipe qu'on a et je trouve qu'elle est pertinente. Comme les Hawks de 2021, tu veux dire là, quoi, la même Exactement. continuité que ces Hawks-là. Ça a bien marché, hein, franchement. Non, les Hawks qui ont tradé pour Dejounte Murray, on le rappelle, donc ne pas. Non, ça c'est l'année d'après. Oui, c'est l'année d'après. Ils font la continuité après la finale de conf. Bah oui, parce que ça marchait pas l'année suivante. Ah oui, mais ils se sont mis dans la merde avec le trade de Dejounte Murray qui a niqué toute leur flexibilité et tout. Et là, du coup, les Hawks sont pourris. Donc, ne pas faire de trade hâtif non plus. Donc, on va parler de pistes qui sortent un peu autour d'OKC, parce que vu qu'OKC a du cap, tout le monde va aller à OKC cet été, si on écoute les insiders. À OKC ou San Antonio. Un peu Houston qui sort aussi, mais si on écoute tout le monde, LeBron James, Tobias Harris, Darius Garland, tous ceux-là, ils vont tous partir de leur franchise pour aller soit à San Antonio, soit au OKC. Surtout les intérieurs. Les Isaiah Hartenstein, les Nick Claxton, les Patrick Williams et les agents. Tu sens qu'ils ont vu OKC, ils ont fait attends, je peux me servir d'eux comme levier pour mon client. T'inquiète pas que je vais le faire.
Ah ben, je vous spoil, Hartenstein a 100 millions sur 4 ans au OKC, ce sera pas dans mon équipe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, moi je pense qu'il y aura un peu moins de fantaisie constant. Il y aura un ou deux mouvements quand même, parce que on garde pas 100% des joueurs, faut pas déconner. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi, Tom. Parier sur la continuité en apportant des ajustements. Et c'est ça qu'on va parler, d'amener des renforts pour aller un petit peu plus loin en play-off, aller chercher un peu plus haut. Après, ça sera pas à n'importe quel prix, on va dire, pour moi. Et quand j'ai regardé les options qui se présentaient, j'ai pas été forcément convaincu. J'ai pas eu de scénario parfait. Il y a pas un truc que je me suis dit c'est ça qu'il faut et que c'est vraiment. Ça va être plus d'ajouter des petites touches si possible. Mais en fait, pour moi, ça sera peut-être même pas suffisant. Je leur dirai parce que je trouve qu'il nous manque quand même encore pas mal de choses pour aller chercher le titre. C'est pas en changeant 2-3 petits joueurs, en remplaçant Isaiah Joe par un autre role player ou machin que ça passera vraiment ce cap-là. Et pour l'instant, j'ai pas cerné ce qui vraiment pourrait nous faire passer vraiment un cap et nous faire aller plus loin en playoff. Donc je vais essayer de trouver, je vais écouter vos idées aussi, peut-être que ça m'éclairera. Mais voilà, moi ça va être de garder cette continuité, notamment via certaines prolongations, etc. Aller être agressif sur les trades, mais pour l'instant, j'ai pas de cible. Peut-être qu'à la trade deadline, moi, ça sera peut-être dans un second temps que ça viendra. On verra ce qui se fait. Mais ouais, j'ai pas de solution miracle. Donc effectivement, pareil sur la continuité, amener quelques ajustements, quelques renforts, gérer les situations internes, j'ai envie de dire. Et puis voilà, voir où ça peut nous mener. Mais pour l'instant, j'ai pas de solution. J'ai un ou deux noms que je dirais, mais j'ai pas de solution miracle, de scénario miracle. Donc vous allez être déçus du mien, je pense, les auditeurs. La trade deadline comme quand Presti a fait Gordon Hayward. Ouais, malheureusement. Grande réussite, hein. Grande réussite. Non, bon, comme d'hab, je vais être le plus exotique au niveau des choix. Franchement, je vois là. J'avais fait 2 scénarios. J'en ai fait un qui était full exotisme, on s'en fout, on prend tout. J'en ai fait un à poil plus calme, on va dire, mais bon, la continuité, elle va jusqu'à un certain niveau pour moi. Le niveau est pas très élevé au niveau de la continuité sur certains joueurs, on va dire. T'es dur que, alors sachant que ça fait un an que t'as ce groupe-là, quoi. Donc c'est vite vu la continuité, quoi. Ouais, mais bon, enfin, déjà, peut-être 2-3 trucs qu'on peut dire rapidement. C'est pourquoi on galère aussi, parce qu'il y a peu d'équipes que nous on estime comme réellement étant vendeurs déjà. Et sur les joueurs que j'ai trouvés, moi j'ai pris que des équipes qui peuvent potentiellement être vendeurs. Et encore, il y a 1 ou 2 joueurs où je ne suis pas certain que ces équipes soient encore prêtes à vendre et à trader ce type de joueurs. Mais effectivement, il y a assez peu d'équipes vendeuses. Et puis, même globalement, il y a un truc où, effectivement, ça fait que 1 an que OKC est arrivé à ce niveau-là, mais tu as quand même une espèce d'horloge un peu qui fait tic-tac où tu te dis, tu as 2 ans de cap space à profusion avant l'extension de Jalen Williams et de Chet Holmgren. Il faut pas. Ce serait bête de ne pas en profiter quand même. Ce serait dommage d'avoir un avantage comparé aux autres contenders et de ne pas être en mesure de l'utiliser en étant un peu frileux, on va dire, sur le futur. Ouais, sans faire n'importe quoi, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, j'avais noté, en fait, c'est ce qui nous pousse à vouloir être agressif, etc. C'est la situation favorable, les planètes un peu alignées entre les contrats rookies, le cap space, les tours de draft, etc. Trop rarement une situation aussi favorable, et les résultats de l'année dernière aussi, qui nous poussent à être aussi agressifs. Peut-être que si on avait été 8e, comme on l'avait peut-être prédit en début de saison, on n'en serait pas du tout dans ce cas-là. Mais là, premier de conf, tu passes un tour, tu galères alors que on juge être pas si loin que ça contre Dallas, peut-être. Tu te dis, bon, il y avait peut-être un truc à faire et t'es peut-être pas si loin que ça et t'as plein de choses à mettre en place, t'as plein de leviers à activer. Donc le cap space, les tours de draft, etc., on y reviendra. Donc ouais, effectivement, ça te pousse un peu à être agressif et ça te pousse un peu à explorer ce que tu peux faire au mieux pour amener cette équipe un tout petit peu plus haut, quoi. Parce que, ouais, moi j'ai tendance à dire qu'on est un peu loin, mais au final, quand tu fais le constat, j'ai envie de dire écrit et chiffré, tu perds en deuxième tour 4-2 contre une équipe qui va en finale ensuite, donc c'est pas dit que tu passes en finale non plus, mais t'es pas si loin que ça, normalement. Pour moi, on est outsider. Hein. On n'est pas contender encore en termes de calibre, mais on n'est pas. Enfin, là où Pierre, tu considères qu'on est un peu loin encore, pour moi, on est déjà en route vers le statut de contender. On n'y est pas encore. Et comme dit, il faut des ajustements, mais on a déjà une très bonne base pour ça. Et puis, comme vous l'avez dit, les gars, on a la chance d'avoir de la marge, d'avoir des joueurs majeurs sous contrat rookie, donc pas payés cher. Quand ils seront prolongés, on aura beaucoup moins de marge pour bouger. Donc, autant tenter des trucs maintenant et voir ce qui fonctionne ou pas.
Pour moi, ça doit être l'objectif clair à assumer sur l'intersaison. C'est-à-dire que tu dois faire des mouvements pour faire de sorte à ce qu'en octobre, tu sois classé parmi le tiers 1 des contenders. Et je pense que, tu vois, pour le coup, ça, c'est un truc sur lequel, normalement, tu tends plus vers ça, Pierre, au niveau du discours. C'est que tu estimes qu'on est loin, mais moi, j'estime qu'avec le roulement au niveau des équipes, t'es pas outsider. Et dans une liste, genre, il y a peut-être 7 ou 8 équipes que tu peux considérer comme vraiment prétendre le titre, alors avec des degrés de probabilité qu'elles remportent le titre plus ou moins élevés, mais je pense que tu es à 1 ou 2 moves près pour moi vraiment de dire bah, on peut regarder n'importe quelle équipe dans les yeux, je pense. D'être top 7-8, ouais, ok. On n'a pas la même définition du contender. Pour moi, il y en a genre 3-4 à tout péter. Je pense que c'est trop ouvert. Là, je suis traumatisé par ces playoffs 2024 où qui avant le début des playoffs aurait pu dire Dallas sera finaliste. Je pense que pour moi, il faut. C'est je l'ai déjà dit, mais c'est la grande leçon pour moi de ces playoffs 2024. Il faut élargir le champ de vision et ne pas réduire le lot des contenders à 3 équipes. Je suis d'accord et je suis peut-être biaisé par le deuxième tour contre Dallas, justement, qui m'a pas forcément rassuré sur certaines choses et qui, pour moi, il y a des choses qui, pour l'instant, ne peuvent pas être comblées juste en changeant de role player, etc., et en faisant des ajustements. Tant que les secondes options n'ont pas prouvé pour moi, c'est compliqué pour l'instant de me projeter en disant bah, si on ajoutait le role player, c'est bon, ils vont assumer leur rang, ils vont être bons, quoi. Un J-Dub et un Chet, c'est ce que je disais à Tom en off avant, je suis pas assuré que l'année prochaine, ils puissent mieux porter l'équipe que ce qu'ils ont fait cette année, en fait. Et c'est pour ça que je suis encore limité. Alors, sauf si on va chercher une autre superstar, mais ça, je vois pas le faire et ça sera pas l'objectif. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il nous manque encore quelque chose. Et je trouvais Dallas quand même bien un cran au-dessus de OKC sur la série, peut-être plus que d'autres. Je trouve qu'on n'avait pas eu de solution, que c'était bien plus structuré, que c'était bien plus prêt tactiquement, plein de choses. Et là, même sur les finales, si je compare à un Boston, rien à voir non plus, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à nous mettre, sauf un renfort un peu majeur au niveau de ces équipes-là potentiellement, ou des tops équipes de l'année prochaine. Après, Boston, ils ont joué qu'un ou 2 matchs. Hein, donc, Boston, Oui, leur variance sur le niveau de jeu, on les connaît. Et sur Dallas, sans encore une fois revenir sur la série, parce qu'on en a déjà énormément parlé, mais je trouve que tu as quand même si tu prends l'intégralité du premier tour enfin, l'intégralité du round de playoff de Dallas, OKC, c'est l'équipe qui a posé plus de problèmes aux Mavs. C'est un premier point. Sachant que tu as des éléments défavorables de ton côté et tu as des éléments favorables du côté de Dallas. Parce que je suis désolé, l'adresse de PJ Washington, le mec, above the break, donc les 3 points qui ne sont pas dans les corners. Parce qu'on nous a dit dans les sondages qu'il y avait des termes qui étaient un peu trop techniques, donc on va essayer de vulgariser 2-3 termes. Mais les 3 points qui, en gros, ne sont pas dans les corners, sur l'intégralité des playoffs, hors OKC, il a 17% à 3 points. PJ Washington, sur la série face à OKC, il a 57%. Donc, bon, il y a des facteurs qui ne tombent pas de ton côté, quoi, aussi. Je suis d'accord. Après, même l'adresse d'OKC, hein, en soi, les joueurs qui ont raté des tirs dans la série côté OKC, c'est des mecs qui les mettaient en régulière. Donc, oui, il y a eu un petit manque de réussite du Thunder, en tout cas. Après, tu es tombé sur des adversaires favorables pour moi aussi. Hein. Je suis pas sûr que contre Minnesota ou Denver, on aurait aussi bien tenu aussi fort. C'est ce que je voulais dire, ne pas avoir ce réflexe un peu que je vois aussi là, parce que ça parle de tennis que j'ai vu, de dire ah oui, tu as perdu contre le finaliste ou le vainqueur, donc tu aurais dû être finaliste ou tu aurais dû être le vainqueur. Non, c'est une histoire de match-up. Je pense que je suis pas certain si tu as un OKC Minnesota en finale de conf que ce soit OKC le vainqueur, par exemple. Et si tu avais eu un Dallas-Denver, je ne suis pas certain que Dallas aurait été finaliste aussi. Donc, les playoffs sont souvent une histoire de match-up et de match-up potentiellement favorables ou défavorables. Denver, de toute façon, ils sont tombés sur la pire match-up. Hein. Ils perdent leur série, du coup, mais à l'ouest, il n'y avait pas de pire équipe que Minnesota pour eux. Donc, ils l'ont dit, l'équipe était construite pour les battre. C'est genre, ils sont fait ça. Et quand il a fallu tomber sur une équipe qui était construite différemment, ils ont fait comment qu'on fait en fait? Ça marche plus. Peut-être juste avant de partir sur nos stratégies, un peu les cas de l'intersaison, le salary cap, etc. Il y a un truc sur lequel je pense qu'on va être d'accord, c'est les manquements et les choses sur lesquelles on aimerait jouer, on aimerait renforcer. Ça, on en a beaucoup parlé déjà depuis la fin de saison. Tom, c'est quoi pour toi ce qu'il faut combler? Bon, Constant l'a un petit peu dit dans son intro, mais quel besoin il faut combler absolument et qu'est-ce que tu vas peut-être rechercher en priorité du coup? Bon, ma priorité, c'est un ailier de grande taille.
Un ailier qui peut pivot. Comment ça? C'est pas André Drummond? Non, c'est pas un pivot. Non, et c'est pas Isaiah Hartenstein, c'est pas Nick Claxton. Vous nous faites chier avec vos pivots. On a Chet Holmgren en pivot. On veut un backup en pivot. On n'a pas besoin de plus. Par contre, un ailier de grande taille, bon, on a Jalen Williams poste 4. Et en playoff, on a joué avec Aaron Wiggins poste 4 aussi. Et c'était pas parce qu'on voulait jouer forcément. On n'avait pas le choix. Non, Jalen Williams aussi, surtout. Ah, voilà l'ailier de grande taille. Voilà, Jalen Williams. Allez, Jalen Williams dans le starting 5. Allez hop, merci, fin de l'épisode, abonnez-vous partout. Non, mais on en a déjà parlé plusieurs fois, mais on rigole un peu sur cette théorie Ousmane Dieng parce que le profil qu'on recherche, en fait, c'est le profil physique d'Ousmane Dieng. Enfin, les mensurations, en tout cas, parce qu'on veut un mec avec un peu plus de mobilité aussi, peut-être défensivement. Mais en tout cas, on cherche un ailier grand comme ça, capable notamment de défendre des grands ailiers. Parce qu'on sait que Luguensdorf s'est très bien débrouillé contre Brandon Ingram, mais aussi parce que Brandon Ingram, en termes de scoring, est un peu décevant cette année. Mais imaginons, dans un scénario parallèle, on bat Dallas, on bat Minnesota, on arrive en finale contre Boston, défendre Jason Tatum, est-ce qu'on a vraiment le profil défensif qui peut être mis dessus? On aurait mis Luguensdorf, mais ça aurait été galère. Ou alors on aurait mis Jalen Williams, mais c'est un coup à le cramer physiquement et en attaque. Il y a tellement besoin de Jalen Williams que c'est compliqué à tenir. Donc ouais, un ailier de grande taille qui peut permettre à J-Dub de jouer poste 3, donc qui est son vrai poste, qu'on voit pas assez du coup au KC étant donné la construction de l'effectif. Pour moi, c'est vraiment la priorité. Cet ailier de grande taille, évidemment, faut qu'il mette des tirs. Ça me paraît logique et qu'ils soient un peu capables de porter la balle parce que tout le monde porte la balle à OKC. Je préfère qu'il prenne des rebonds plutôt qu'il porte la balle, moi. Je t'avoue. Ah bah, s'il prend des rebonds, ça me va aussi. Mais disons qu'un ailier qui reste dans son spot, les fameux profils 3&D qui, quand ils ont la balle, c'est juste pour shooter dans le corner. Je sais pas si à OKC, c'est le meilleur profil à ajouter au vu de la construction d'équipe et de la manière de jouer du Thunder. Ouais. Après, en termes de rôle, effectivement, ce sera plutôt un grand ailier, poste 4 potentiellement, etc., qui prendrait la place dans le 5 majeur Josh Giddey, parce qu'on en revient au problème de base, il faut quand même le mentionner. Sur le reste du 5 majeur, bon, avec les limites de chacun, etc., bon, sauf chez qu'il n'y a pas vraiment de limite, tu vois ce que tu peux faire, etc., mais tu as ce problème Josh Giddey qui a moins joué en playoff, qui se fait sortir du 5 certains matchs, que tu vois que tu as un manque, et du coup tu joues plus petit, ou alors tu joues plus grand, mais ça va pas dans le jeu. Nous, on militait plus pour un Aaron Wiggins dans le 5 majeur, parce que ça a quand même amené un peu plus de taille qu'un Cason Wallace ou autre, mais c'est pas toujours bien. Donc ouais, c'est vraiment ce 5e titulaire, avec les 4 que tu as déjà, sauf si tu en trades un, encore une fois. Peut-être que Lou Dort, les autres, je pense pas qu'ils sont tradables, mais bon, voilà. C'est vraiment ce rôle-là. C'est pas un rôle en sortie de banc, c'est pas un joueur de complément, c'est un titulaire, pour le coup. Autant en pivot, on cherche plutôt un backup s'il y a un besoin. Autant là, on cherche un vrai titulaire qui peut avoir des bonnes minutes de play-off, en tout cas. Ouais, et c'est plus qu'un 5e titulaire. C'est un 4e titulaire qu'il faut. Ouais, exactement. C'était dans le rôle, c'est un 4e titulaire qu'il faut. C'est 5e dans le chiffre. White, c'est Aaron Gordon. Ouais, 5e dans le chiffre, parce que là, t'as déjà 4. La dernière pièce, mais dans le rôle, c'est le 4e. Oui. Ouais. Ou est-ce que ça peut pas être aussi même le 3e offensivement, d'ailleurs? On en verra peut-être selon les profils qu'on énonce. Le 4e meilleur joueur, on va dire. Le 4e. Pour la progression interne des joueurs. Ouais. Si tu prends l'exemple d'Aaron Gordon à Denver, c'est vrai que en option offensive, c'était le 4e meilleur joueur. En termes d'importance, ça se débattait au moment du titre avec Michael Porter Jr. parce que Gordon t'apporte de la défense, etc. Mais oui, dans l'idée, c'est un role player très solide, mieux qu'une 5e option en tout cas. Sur les profils, non, mais déjà, l'ailier de grande taille, moi, c'est un peu mon cheval de bataille que j'ai depuis déjà 18 mois, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que j'en parlais déjà l'an dernier, de redécaler sur cette question d'ailier de grande taille. Moi, je rajouterais 2-3 trucs. Alors déjà, un shooter de gros volume à 3 points. Je pense que c'est quelque chose qui a manqué du côté d'OKC. C'est vraiment un joueur qui est capable d'apporter du spacing, qui est capable d'apporter une menace sur un volume important. C'est-à-dire que Isaiah Joe a un volume qui est élevé par rapport à son ratio de minutes, mais finalement, quand tu prends les minutes jouées d'Isaiah Joe, on est souvent aux alentours des 20 minutes, donc finalement, tu as beaucoup de minutes sans un shooter de gros volume, et c'est un truc qui manque quand tu regardes finalement le 5 majeur d'OKC. Tu as peu de joueurs qui sont capables d'avoir des gros volumes à 3 points. Après, moi, je rajouterais 2-3 trucs. Alors, de la taille, évidemment, mais un autre point qui me semble assez sous-estimé du côté d'OKC, c'est je rajouterais un petit peu de qualité athlétique, un petit peu de verticalité. Alors, je sais que c'est un peu un leitmotiv des années
passais du Thunder, voilà, sous Russ et KD, tu avais une équipe hyper physique, hyper athlétique. Là, je trouve que c'est un manque dans cette équipe. J'ai l'impression que Shea n'est pas le plus athlétique, pas le plus vertical. Chet n'est pas le plus athlétique, plus vertical. Dort est physique sans être. Il est intense sans être uber athlétique. Il n'y a que J-Dub finalement que je trouve vraiment athlétique et vertical. Et j'ajouterais un petit peu de la physicalité. Je trouve que c'est quelque chose qui manque du côté d'OKC et qui pourrait, que tu pourrais ajouter sur certains profils et ça ferait pas trop de mal. Bon, amener LeBron James, quoi, vu tout ce qu'on a dit non, concrètement. Ça, c'est un truc aussi que je précise. Je pense que le profil qu'a cité Tom, les grandes tailles, polyvalents, qui peut tirer à 3 points, qui peut prendre des rebonds, il n'existe pas. C'est simple, voilà, il n'existe pas. Ou alors, il n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un OG Anunoby, il faudrait que ce soit le Chris Middleton quand il n'est pas blessé, il faudrait que ce soit ce type de profil. Sauf que ça n'existe pas ou c'est pas disponible. Donc, moi, je suis parti sur la théorie que si jamais tu peux pas avoir ce profil-là, tu peux avoir un joueur qui peut faire ça et un autre joueur qui peut faire ça. Parce que là, le l'ailier de grande taille qui tire, qui prend un peu de rebond, qui est très athlétique, ça commence d'être short là, dans la liste. C'est Jason Tatum, quoi. Il peut pas être fort partout. Mais s'il est capable de faire un peu de tout, et qu'il y en a un qui a un point fort, faut y aller. Moi, j'ai une idée. Très bien, très bien. Donc, on a déjà posé un petit peu les bases de tout ça. On va parler d'abord salary cap et roster un petit peu actuel de OKC, notamment des joueurs qui ne seront plus sous contrat, voir qu'est-ce qu'on en fait déjà dans notre stratégie. Voilà, je vais laisser parler Constant. Constant, est-ce que très rapidement, et très simplement, j'ai envie de dire, tu peux nous faire un statut du salary cap d'OKC actuellement? Bien sûr, c'est très facile le statut d'OKC actuellement. Alors, le salary cap cette saison, il est à 141 millions de dollars. Actuellement, je ne vous compte pas les team options, je vous compte juste le salaire, les joueurs qui sont sous contrat, plus le cap hold du pick de draft. C'est-à-dire que le cap hold, c'est à peu près le salaire estimé du pick 12 qui est inclus dans ton salary cap pour éviter de gruger. Actuellement, OKC est à 101 millions de roster actifs, sachant que les team options, c'est Lindy Waters, Isaiah Joe, Aaron Wiggins. Voilà. Donc, potentiellement, si ces team options sont activés, ça fait 6 millions de plus. Donc, OKC est à 116 millions. Ça laisse, grosso modo, à peu près 35 millions de cap space pour OKC. À peu près 35 millions. Sachant qu'il y a deux choses à savoir, je pense, qui sont importantes. Il y a le cap hold de Gordon Hayward qui est à 40 millions. Alors, le cap hold, pour vous expliquer très rapidement ce que c'est lorsqu'un joueur arrive en fin de contrat, il y a des cap holds qui sont très élevés pour éviter qu'une équipe se dise on va signer des joueurs en free agency et après on va pouvoir prolonger le joueur qui était sous contrat, qui n'avait plus de contrat mais qui jouait chez nous l'an dernier. C'est pour ça que, par exemple, Philadelphie n'a pas prolongé Tyrese Maxey l'été dernier parce que son cap hold est très peu élevé. Le cap hold de Gordon Hayward, lui, est à 47 millions. Donc, c'est un peu plus élevé. Avec ce cap hold, ça met OKC au-dessus du salary cap. La seule différence qui est importante à noter, c'est que si tu es au-dessus du salary cap, tu as le droit à la mid-level exception, qui est de 13 millions cette saison et que tu peux mettre sur 4 ans, alors que si tu es en dessous du cap, tu as le droit à la room exception, qui est de 8 millions et que tu peux mettre que sur 3 années maximum. Voilà, c'est un point important. Et le dernier point que je citerai, c'est le salary floor. C'est un montant minimal. Enfin, c'est pas obligatoire d'y aller, mais tout le monde y va parce que ça sert à rien de pas y aller. En plus, tu manques des trucs sur des redistributions de la luxury tax. Le salary floor est de 127 millions. C'est-à-dire que attendez-vous très probablement à ce que OKC soit au minimum du minimum, au-dessus du salary floor, donc 127 millions, donc entre 26 et 20 millions de salaires dépensés cet été. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et j'ai fini. Ça va. Donc en gros, OKC a du cap space, mais OKC agit comme une équipe au-dessus du cap à cause du cap hold de Hayward, et ça lui donne une meilleure mid-level exception. Non, ça lui donne la mid-level au lieu d'avoir la mid-level ou de la room exception. Voilà. OKC peut renoncer au cap hold de Gordon Hayward si elle veut agir comme une équipe en dessous du cap. Tu peux le faire quand tu veux, ça? Théoriquement, oui. Enfin, si tu veux, par exemple, si tu veux signer quelqu'un en tant que free agent, tu dois renoncer au cap hold de Gordon Hayward, par exemple. Mais au niveau des trades, vu que le salary cap est gelé jusqu'au 30 juin, qui est la fin
comptable de la saison 2023-2024, ça pose pas de problème. Très bien. Donc, OKC a de quoi faire. c'est parlant. Tu les as cités un petit peu, mais il y a pas mal de joueurs qui ont des contrats non garantis ou alors des options pour l'année prochaine. D'abord, ceux qui n'ont pas de contrat garanti, qui risquent de partir sans rien, fin de saison, merci, au revoir. Gordon Hayward, Olivier Sarr, Bismack Biyombo, Mike Muscala, Keyonte Johnson. Bon, rapidement, qu'est-ce qu'on en fait de ces joueurs-là? Pas grand-chose. Gordon Hayward, il va aller à Denver. Là, apparemment, ils sont très chauds sur lui. Bah écoutez, nous, on va prendre KCP. Vous prenez Gordon Hayward. Je pense que c'est un fair trade. On leur demande un petit second round en plus, l'histoire de se régaler. Prenez Gordon Hayward, allez-y. Hein. Spoiler, aucun de nous trois n'a Gordon Hayward dans son roster. Ouais, puis vu il n'a pas non plus. Hein. Ouais, vu la fin de saison et les déclats, ça va être compliqué. Oui. Ça va être chaud. Donc, il sera plus là l'année prochaine, c'est presque certain. Sarr vient de se blesser gravement, s'est blessé très gravement la saison dernière, donc est-ce qu'il sera gardé en contrat minimum ou en tout? Bon, voilà, ça sera pas plus que ça. Biyombo et Muscala, arrivé en cours de saison l'année dernière, sans intérêt, j'ai envie de dire. Ça part, ouais. Je vois pas l'intérêt de les re-signer. Ça complète le roster au mieux, quoi. Ça fait 15e. Oui, à la fin. C'est ça. Muscala, tu fais la classique, il part et puis il revient quand même au final. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais il revient en 15e homme, quoi. Mais c'est bien signé. Keyonte Johnson, tu lui refiles un touet, quoi. Ouais. Donc, pas bien important sur ces joueurs-là. On va pas s'éterniser là-dessus. Ouais. Beaucoup plus intéressant, par contre, Lindy Waters, j'avais oublié. Déjà, team option. Bon, lui, je pense que soit on le gardera, je pense, toute sa carrière au OKC en le faisant faire des contrats toués, revenir, etc. Mais plus intéressant, Aaron Wiggins, Isaiah Joe. Situation, ils ont une team option pour l'année prochaine, qu'OKC peut refuser pour les prolonger, si je ne me trompe pas. Et les prolonger, bien sûr, à plus cher. Et pour éviter qu'ils deviennent free agent non restreint l'année prochaine, si on prend leur option. Alors, si tu refuses l'option, ils seront free agent unrestricted. Sauf que la petite subtilité, c'est que depuis le nouveau CBA, tu peux commencer à négocier avec tes propres free agents à partir du premier jour après la fin des finales. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre le 1er juillet. Ouais. Sauf que là, théoriquement, Isaiah Joe et Aaron Wiggins, ils ne sont pas free agent. Ils ont une team option que tu peux activer ou non. Mais dans tous les cas, non. C'est plus la négociation de dire, comme ce qui s'était passé avec Luguensdorf, de dire, bon, on refuse ta team option, mais par contre, on te prolonge directement. On ne te laisse pas partir sur le marché. Non, ce que je disais, si tu prends leur team option, dans 2 ans, ils sont unrestricted et ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais ils seront déjà, hormis si je me trompe, il me semble qu'ils sont déjà unrestricted cet été. Si tu refuses la team option. Tom, qu'est-ce qu'on fait de Isaiah Joe et d'Aaron Wiggins? On essaie de les re-signer. J'avoue que je sais pas, on peut négocier une extension cet été. On va prendre la team option et négocier une extension de contrat avec le joueur. Donc, à voir ce qui est le plus avantageux. Honnêtement, j'ai pas les bases financièrement pour savoir si c'est plus avantageux de pas prendre la team option, de les prolonger directement, ou alors de prendre la team option et de négocier une extension. Mais t'essayes quand même de les garder dans l'effectif. C'est des joueurs de rotation intéressants. Avoir le tarif, évidemment, que tu négocies, parce que si tu signes 18 millions l'année Isaiah Joe, non. Non, c'est hors de question. Ça, déjà, dans le cadre d'une extension, tu peux pas le faire, par exemple. Si tu prends sa team option et que tu signes une extension en cours de saison, 18 millions est un montant que tu ne peux pas atteindre, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu vois, faut voir c'est quoi le maximum, du coup, pour une extension par rapport à une prolongation. Mais c'est soit 140% de la dernière année qui touchait, mais du coup, ça marche pas. Mais pour des joueurs comme Dejounte Murray, par exemple, ça fonctionnait. Soit c'est 140% du average estimated salary player. En gros, c'est ce que, par exemple, les Knicks peuvent proposer à Isaiah Hartenstein cet été. Donc, on est aux alentours de 14-15 millions maximum. Ouais, donc à voir. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas tranché sur extension ou prolongation directe, mais dans tous les cas, je discute avec les deux pour les garder sur le plus long terme. Leur faire signer un deal sur 3 ans, par exemple. Le montant, faut voir. Individuellement, j'irai pas plus haut que du 12 millions l'année, dans le sens où si tu commences à monter à 14-15 millions, tu arrives à 10% du cap sur la première année, ça me paraît un poil haut. Ça dépend des négociations, mais tu vois, un Luguensdorf qui a été re-signé, Luguensdorf, il est à 16 millions et demi cette année et 17 après.
Donc, je les mets quand même un cran en dessous de Luguensdorf, qui est un titulaire établi en NBA. Après, c'est pas au même moment que ça a été signé aussi. Oui, c'est sûr. En termes de pourcentage du cap, etc. Mais tu vois, si Aaron Wiggins, il y a une offre à 45 sur 3, est-ce que tu l'as signé? 15 par saison l'année. Trop cher. Bah ouais, c'est ça. Donc, Mais moi, c'est ce qui risque d'arriver, non? Moi, Non, je suis plus bas quand même. Je suis peut-être pessimiste, mais j'ai peur que ça surpaye. Non, mais alors déjà, il faut se poser la question, quelles sont les équipes qui ont du cap et quelles sont les équipes qui seraient potentiellement intéressées à l'idée de dépenser leur cap sur ces joueurs-là, sachant que il faut aussi prendre en considération le fait que si OKC venait à refuser les team options de Aaron Wiggins et d'Isaiah Joe, le 1er juillet, il y aura une offre sur la table. Donc, il faut que ces équipes disposent du cap space et que ce soit leur première option et de ne pas se dire si on a raté sur notre cible, eh ben on revient le 6 ou 7 juillet sur ces joueurs-là. Donc pour moi, non, je pense que tu n'auras pas de... Parmi les équipes qui ont du cap, tu as Charlotte, tu as Détroit, tu as Utah, tu as San Antonio. C'est à peu près les seules équipes qui sont réellement en mesure d'avoir du cap space. Je ne vois pas ces équipes-là envoyer 15 millions sur Aaron Wiggins ou sur Isaiah Joe. Et Philly, bien sûr. Et même si elle propose, alors hormis Philly qui est une équipe de playoff, mais pour Wiggins et Joe, accepter un contrat à quelques millions de moins, mais dans une équipe très compétitive dans laquelle ils auront du temps de jeu, ça serait plus intéressant sportivement que d'aller à des Spurs. Hein. Les Spurs titulaires, les ailes, elles sont blindées aux Spurs. Ils ne sont pas titulaires, par contre, ça je suis d'accord. Bah ouais. Mais c'est pour ça que tu n'auras pas un rôle plus grand, je pense, aux Spurs et au KC. Bon, même si construire autour de Victor Wembanyama, c'est quand même pas dégueulasse comme projet, mais à OKC, tu es sûr d'avoir un rôle qui est déjà établi. Enfin, Joe et Wiggins, c'est des mecs qui sont dans le roster depuis Joe 2 ans, mais Wiggins un peu plus, qui sont établis dans le roster et qu'on leur place dans la rotation. Donc tu vois, Wiggins, j'ai l'impression qu'on peut le négocier à pas trop cher. Le contrat à la Kenrich, tu vois, à voir si c'est faisable. Isaiah Joe, ce sera un peu plus cher parce que c'est un shooter, c'est notre plus gros shooter de volume, même s'il n'a pas les volumes aussi hauts que des Max Strus, des mecs comme ça, mais c'est un profil qui est souvent recherché en NBA, donc il va demander un peu plus. Mais je pense que les deux, on peut les négocier à pas trop cher. Wiggins entre 10 millions l'année, et Isaiah Joe faudra peut-être monter à 12-13, mais je pense que ça va le faire, en tout cas. Donc pour toi, Tom, Isaiah Joe, il prend la full mid-level. Bah, en termes de montant, ouais. Après, tu peux l'inclure dans le cap. Donc ça veut dire que... En termes de montant, je le vois bien prendre un 38 sur 3, enfin, quasi 40 sur 3, par exemple. Donc ça veut dire qu'en termes de montant, il prend, en termes de niveau de joueur, parce qu'il faut comparer aussi avec les profils avec le marché, il est au même niveau que Dante DiVincenzo qui a pris 4 ans de full mid-level au Knicks l'été dernier. Ah ben pourquoi pas, parce que DiVincenzo, il sortait pas c'était pas le profil le plus hype à l'époque. À Golden State, ça s'est pas super bien passé ou quoi. Donc là, il est là au Knicks. Saison à Golden State. Ouais, mais là, c'est parce qu'au Knicks, on est sur des perfs où il y a un match, il envoie 35 points en playoff, DiVincenzo. Donc on est en mode, wow, le contrat est ouf. Mais à la base, il est bon à Milwaukee. Et après, c'est pas le profil le plus recherché forcément sur le marché. Et les Knicks le choquent au bon moment à ce moment-là, tu vois. Donc ça me choque pas spécialement. Dans l'idée, j'aimerais bien le signer moins cher à Isaiah Joe parce qu'il a des limites, mais vu le marché, ça me surprend pas s'il prend 12 millions l'année. Ouais, bah. Moi, je suis pour les prolonger ou faire une extension rapidement avec eux et les garder sur le long terme. D'une part, parce que c'est des joueurs importants du roster, en sortie de banc pour l'instant, etc. Donc, ils ont leur rôle. Ils ont fait partie du développement et du réussite de la saison. Et parce que je trouve que c'est des joueurs, si un jour tu veux les inclure dans un trade, auront un contrat intéressant et auront un statut ou même un rôle intéressant, que ce soit dans une reconstruction, pour une équipe contender, enfin ce que vous voulez. C'est des joueurs intéressants à avoir, donc ils peuvent être intéressants là-dessus, leur valeur est assez élevée. Après, j'ai un peu peur du montant. Moi, j'ai énormément de mal à estimer les montants des trucs. Je suis toujours surpris à chaque annonce, en gros. Mais j'ai peur qu'on le paye cher, qu'on les paye cher, entre guillemets, parce qu'on les valorise, parce qu'on les a formés, entre guillemets, parce que voilà. J'ai un petit peu peur. Donc là, j'ai regardé le contrat de Kenrich, ça m'a rassuré un petit peu pour voir combien on le paye. Et j'aimerais bien que ce soit ça, mais j'y crois pas trop. J'ai un peu peur qu'on le paye, comme l'a dit Tom, des sommes un peu plus élevées et qui serait pénible, entre guillemets, qui pourrait devenir pénible, je dirais plutôt. Attention au biais quand même au biais d'équipe. C'est-à-dire que nous, on voit leur qualité, mais il faut aussi comparer avec ce qui se fait sur le marché.
C'est-à-dire Oui, que mais tu peux avoir un Ah oui, biais clairement. interne. Tu peux avoir un biais que Presti les voit très haut et que les autres équipes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ah oui, mais bon, enfin, on va retourner la question dans l'autre sens parce que voilà, au niveau des salaires, moi je sais pas, enfin, pour vous, à partir de combien ça devient trop cher? Plutôt que d'essayer de parier, genre Ouais, pour voir pour voir à combien on estime la valeur des joueurs. Pour vous, déjà, pour moi, je pense que les 2 prendront pas le montant. Je pense même que si les 2 venaient à free agent, il y en a un qui touchera 2 fois plus que l'autre. Parce que, Aaron Wiggins, Ah ouais? on a quand même bien Deux vu fois les plus, c'est limites en beaucoup. Hein. playoff. On a quand même bien 2 vu fois plus, même. Je pense je que pense oui, je que suis d'accord avec toi qu'Isaiah Joe sera plus payé. 2 fois le montant, je Par sais contre, oui. pas, mais Je pense qu'Aaron Wiggins, il peut partir sur le même contrat que Kenrich Williams, qui doit être 28 sur 4. Et je pense que Isaiah Joe, il peut partir sur ouais, 60 sur 40, 4. 45, 50 sur 4. Je pense qu'il peut partir sur ce profil-là. Mais 5. moi, moi, la question que je me pose, c'est ouais, ou que je vous pose, c'est pour vous, à partir de quand ça devient trop cher? 45 sur 4, ça fait combien? Ça Ça fait fait 11 11 l'année. millions. C'est ouais, à peu près. 11-25? Pour Pour moi, moi, ça c'est la c'est limite. pour moi, ouais. Si tu montes à 13-14 l'année, ça commence à être beaucoup. Ouais. Mais tu vois, c'est souvent les contrats. Enfin, tu vois, tu parlais Constant de Di Vincenzo à 12 l'année, mais tu regardes les contrats à ces postes-là, tu as aussi Gary Harris à 13, tu as Landry Shamet qui a plus de 10 Ouah. millions l'année, par exemple. Tu as différents. Terrence Mann est dans ces eaux-là, donc c'est plutôt un très bon contrat, Terrence Mann, pour le coup. C'est pas le même profil. Mais ouais, mais tu vois, c'est à peu près le même poste. Et tu regardes les shooters, même à l'époque, Duncan Robinson, il a pris un montant énorme. Il était titulaire, évidemment, C'est mais il a quand même titulaire en pris. sortie de finale quand même. Ah oui, mais il a quand même pris quasiment 20 millions l'année, tu vois. Donc, imaginez Joe prendre le 12 millions l'année, c'est pas déconnant, hein, concrètement. Ouais, il y a aussi ce truc de c'est pas les mêmes profils et ça, c'est un point sur lequel je veux insister quand on parlera de trade, c'est que le profil de Duncan Robinson, c'est quelqu'un qui est capable de porter la balle, qui est capable d'aller au cercle, qui est capable de faire des passes, qui est capable de prendre des bonnes lectures. Enfin, qui est capable de faire des bonnes lectures. Là où Isaiah Joe, on est sur un spécialiste du tir, mais en dehors du tir, il y a quelques situations où il a progressé balle en main, mais moi, c'est un spécialiste. Alors que Duncan Robinson, il y a du tir de volume, mais il est capable de faire d'autres choses. Donc pour moi, on n'est pas sur le même profil, on n'est pas sur la même, valeur, on n'est pas sur le même apport terrain et la même valeur de l'apport de ces joueurs-là. Donc Allez, pour à moi, c'est l'époque, Duncan Ouais, mais Robinson tu a beaucoup aussi pas le progressé, même mais à âge, tu l'époque, pas le même rôle, tu pas bah, le ouais, c'est rôle ça. de Duncan Robinson était plus important. Ou alors tu pars, sur, ce qu'était Luke Kennard, par exemple, aux Clippers. Et Luke Kennard, il y avait, du volume qui était très important, mais Luke Kennard, il a non, je pris, suis il me d'accord. semble, c'était 62 sur 4. Mais déjà, je suis surpris, enfin, j'ai peut-être mal compris, mais je suis surpris que vous mettiez le montant de Wiggins et d'Isaiah Joe à peu près au Ah même non, niveau. Pour moi, il y a une non, vraie non, justement. différence qui se forme. Non, Bah, j'ai pas du dit coup, ça. Non, 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 mais c'est justement, pour ça. Wiggins, moi j'étais 14. contrat de Kenrich à 7-8 millions l'année. Joe, pour moi, c'est 12. Donc il y Ouais, a mais quand même un écart entre les deux, tu vois. à partir de quand, pour vous, Wiggins, c'est trop cher, par exemple? Parce que Joe, 14-15 millions, mais Wiggins. Pour Wiggins, montant maximal, 10 millions, ça me paraît déjà assez élevé et je suis pas prêt forcément à mettre au-dessus de ça parce qu'il a pas joué énormément, il a pas joué tout le temps non plus. Le roster a marché sans lui alors que tu avais pas forcément d'alternative et que tu avais encore peut-être le problème Giddey qui sera plus là. Donc ouais, au-dessus de 10 millions, ça me paraît beaucoup pour lui et du coup, tu es quand même bien en dessous d'Isaiah Joe qui a quand même un peu plus prouvé, qui a quand même une cote un peu plus élevée de par son profil, tireur, vous l'avez dit. Donc non, ouais, 10 millions grand maximum par saison et peut-être pas un contrat aussi long même que Isaiah Joe, à voir. Et du coup, on arrive sur, une problématique que je vous pose, c'est qu'on arrive là, par exemple, tu Sam Presti, tu discutes avec, l'agent d'Isaiah Joe et l'agent d'Aaron Wiggins, c'était, allez, on va dire le 25 juin. Tu as ces 2 agents qui disent: «Bah, moi, mon client, je veux qu'il, prenne, 14 millions et moi, mon client, je veux qu'il prenne, 10 millions la saison». Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous activez la team option en essayant potentiellement de les trader en disant: «Bah, tu sais quoi? On se retrouve potentiellement dans un an» ou alors on trade sur leur valeur marchande? Ou alors tu te dis: «Bah, tu sais quoi? Je» un petit peu ce qui avait été fait avec Lugensdort, je refuse sa team option, va sur le marché et essaye de voir un peu un jeu de poker en disant: «Bah, l'offre, essaye de la trouver, les 14 millions, essaye de voir si une équipe est capable de te la proposer». Aaron Wiggins, sur le marché, il trouvera pas plus de 10 millions. C'est pas. Isaiah Joe est un peu plus référencé, entre guillemets, par rapport à son profil, etc. Aaron Wiggins, plus de 10 millions, il n'aura pas le contrat, je pense. Donc, pour moi, tu peux mettre plus de pression, on va dire, sur l'argent de Wiggins et signer au final un contrat je ne sais plus ce que c'était Kenrich, mais c'était un 30 et quelques sur 4 ans, un truc comme ça. 28 sur 4.
28 sur 4, tu vois, tu as 7 millions, bah, tu peux monter à 8 l'année si tu veux, mais pour moi, la prolongation de Wiggins m'inquiète pas trop. C'est plus Joe, oui, c'est vrai que Joe, par rapport au profil, on a vu des shooters spécialistes. Bon, Davis Bertans, évidemment, c'est l'exemple maximum pour montrer à quel point les agents peuvent douiller des GM. Mais tu vois, c'était un mec qui sortait d'une super saison au shoot. On savait qu'il savait faire que shooter, qu'en défense, c'était une bille. Et il a quand même signé 80 sur 5, je crois que c'était quelque chose comme ça. Ouais, au niveau des shooters, je te concède qu'il y a une variance au niveau des contrats proposés qui est assez folle sur certains shooters. C'est n'importe quoi. Donc ouais, c'est plus dur à négocier. 14 l'année, ouais, est-ce que quelqu'un met 14 sur Isaiah Joe? Je sais pas. J'ai l'impression que si tu négocies 12, tu peux l'avoir. En prenant, tu vois, tu as pris le parallèle DiVincenzo, en lui disant, regarde, Dante DiVincenzo, il prend 12 l'année, il est titulaire, et toi, Isaiah Joe, on te considère comme un joueur de sortie de banc, mais un bon joueur. Tu peux prendre ce montant-là et prendre 48 sur 4. Je suis d'accord avec Tom, je pense que la cote de Joe est quand même, au niveau de la NBA globale, on va dire, plus élevée et plus recherchée. Wiggins, c'est quand même un truc un peu plus gardé, on l'a un peu moins vu en playoff, etc. Je suis pas sûr que Wiggins arrive à avoir un contrat très élevé sur le marché. Et même après, j'ai envie de dire, dans l'importance qu'ils ont pour toi sur le roster, c'est plus négatif de perdre Joe que de perdre Wiggins, je pense. À voir comment on équipe le reste. À voir comment on équipe le reste. Donc, si tu dois un peu jouer de la négociation un peu fermement et prendre le risque de perdre le joueur, du coup, indirectement, c'est plus Wiggins qui sera dans ce cas-là pour moi, ouais. Ouais. Je sais pas. Moi, au niveau des montants, ouais, c'est dur. Scénario. Non, mais on va dire scénario idéal, c'est Wiggins qui prolonge Kenrich 27 sur 4. Ça, c'est bien. Isaiah Joe en dessous de la mid-level, si tu peux, voilà, en dessous des 13 millions, parce que moi, je pense que c'est mon marqueur. C'est au-dessus de la mid-level, je pense que je commence à me dire que tu peux utiliser la valeur marchande d'Isaiah Joe en activant sa team option pour trouver mieux, ce qui est possible, et moins cher. Après, la valeur marchande, il serait greffé à un autre trade, parce que le contrat, il a 2 millions, donc tu chopes rien avec ça. Mais... Ah si, avec ton cap space, tu as des équipes qui vont vouloir sortir potentiellement de la luxury tax, que tu peux retrader ailleurs pour récupérer des assets. Il y a une valeur terrain que tu peux. Après, au niveau des salaires, oui, tu vas pas équilibrer les salaires, mais comme OKC a 35 millions de cap space, tu n'as pas trop besoin d'équilibrer les salaires, ou jusqu'à une certaine mesure. Ouais, je sais pas. Mais c'est que j'ai pas en tête de trade où tu as juste un mec avec un petit contrat contre un mec à 15 patates, par exemple, qui vient. Ça me vient pas comme ça. Donc, je sais pas. Mais oui, ça, du coup, tu partirais sur quoi? Parce que tu nous as pas dit. Tu nous as testé avec Top sur les montants, mais tu nous as pas dit. J'active les deux team options. J'active les deux team options. Moi, en fait, je suis dans l'optique de maximiser les assets. Et si tu peux maximiser les assets financiers une année de plus, moi, je pense que tu peux les garder. L'extension, très honnêtement, d'Isaiah Joe, comme on l'a dit, le maximum que OKC pourra lui proposer si tu actives la team option, c'est 14-15 millions. Sachant que l'extension, tu peux lui proposer, il me semble que c'est jusqu'au 30 juin. Souvenez-vous, par exemple, de Nasrid l'été dernier, qui avait signé 4 ou 5 jours son extension avant la fin de la free agency. Enfin, avant le début, pardon, de la free agency. Donc, tu as une année complète pour lui proposer une extension. Je pense pas que sa valeur va exploser. Et Aaron Wiggins, moi, je trouve que c'est un joueur... voilà, vous allez voir quand je vais faire les trades, mais moi, je trouve que c'est un joueur qui a quand même montré... certaines limites en playoff et qui peut être remplaçable, honnêtement. Moi, j'active les deux team options. De ce côté-là, je garde une année de plus. Après, ce ne sera pas ce qui sera fait, très probablement, mais je reste dans cette optique de maximiser mes assets financiers pour pouvoir utiliser cet argent pour me renforcer sur d'autres postes. Joe aussi, d'ailleurs, a montré des limites en playoff. Faut quand même impressionner. Bien sûr, mais c'était le grand Joe. En sortie de banc, c'était peut-être le meilleur joueur sur la série face à Dallas. Ce qui n'est pas forcément vecteur de je suis pas positif, sûr, hein. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. Si c'était pas lui, c'était qui? Jelly n'était pas mal. Jelly a été bon. Après, et on avait, je crois que même dans le débrief de la série, je crois qu'on le dit que c'est presque lui. Et même Kayson, ça se défend. Hein. Kayson, il rentre pas ses tirs. Match 6, c'est horrible. Ah, mais Joe ne les rentre pas spécialement non plus sur la majorité des matchs. Il est à 40% sur la série face à Dallas. Hein. Ouais, mais il y a des matchs, il est transparent, quoi. C'est ça qui. Comme tout le reste. Défensivement, c'est comme tout le reste de l'effectif.
comme tout le reste du banc. C'est pour ça que je dis, dire que tu as été le premier ou le deuxième meilleur joueur du banc sur la série face à Dallas, c'est pas forcément marqueur d'un truc positif non plus. Carrément, ouais, c'est sûr. Mais après, moi perso, Wiggins en tout cas, je prends pas sa team option et je leur signe direct, dans le sens où si tu le signes 3 ans, tu vois, on parlait d'utiliser notre cap maintenant pour tester des trucs, entre guillemets, et après, tu auras les extensions de J-Dub et Chet qui arriveront, qui te boufferont une bonne partie du cap. Quand tu regardes les contrats, si tu signes Wiggins dès maintenant à 3 ans, tu le calques la durée sur Shea, et Chet et J-Dub, s'ils ont un gros contrat qui arrive en fin de contrat rookie, c'est dans 2 ans. Tu vois. Donc tu peux essayer de faire ça maintenant, et si tu vois que ça marche pas, quand tu as les extensions de J-Dub et Chet qui commencent, tu as la dernière année d'Aaron Wiggins, et à voir avec Joe la durée que tu lui mets, mais la dernière année d'Aaron Wiggins qui est plus facile à bouger, etc. Donc peut-être prendre 1 an d'avance en les signant dès maintenant, ça peut se tenter par rapport à ça, pour avoir plus tard de la flexibilité. Oui, puis il y a cette optique on te récompense pour service rendu. Ouais, de dire, bon, allez, on t'enlève une année, et du coup, pour te remercier un petit peu de ce que tu as fait cette saison, on refuse ta team option à salaire très bas pour te prolonger peut-être un peu moins cher. C'est aussi un argument, je pense, que tu peux mettre en valeur, de dire, ah ok, on va peut-être enlever 5 ou 6 millions sur, sur ton contrat que ce qu'on pourrait te proposer dans 1 an. Par contre, la différence nette entre ce que tu vas percevoir si on te prolonge en tant que free agent et si on active ta team option est quand même... il y a une large différence au niveau du salaire. Ouais. On a passé beaucoup de temps sur les cas de Joe et Wiggins. Je pensais pas que ça allait autant débattre et autant. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, on va passer au cœur du sujet, les mouvements de l'intersaison. J'ai inclus tout là maintenant. Free agency, trade, draft. On va tout faire en même temps parce que sinon, en fait, on parle d'un truc avant de parler de l'autre, ça sert à rien. Et ben Constant, je vais te laisser commencer. Tu as peut-être moins parlé parce que tu as dit tu prends leur team option. Qu'est-ce que tu fais avec ces assets, avec ce salary cap, avec ce pick 12, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? La mauvaise idée de me faire débuter par moi. Non, vraiment, bon, je vais essayer d'être concis parce qu'il y a tellement de trucs que je fais que franchement, c'est large. Non, je vais vous citer des cibles que moi, je pense que ce sont des équipes qui peuvent être potentiellement vendeuses et dont j'apprécie les profils à OKC. Et on valide avec Tom ou pas? Vas-y. C'est de trade on parle, hein? Ou de trade ou de free agency? Oui, là, de trade. Pour l'instant, je fais de trade. 2 noms du côté d'Atlanta. Bogdanovic. Est-ce que vous aimez ou pas? J'aime le joueur, mais je sais pas si c'est ce qu'on a le plus besoin. J'irai pas. Enfin, tout dépend le montant, mais là, j'ai le. Sur le profil, on va pas parler de montant maintenant, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Sur le profil. C'est utile pour tout le monde, mais c'est pas la priorité. Disons que ça te fait. Il nous manque un 6e homme, un mec établi en sortie de banc. C'est vrai qu'il est capable d'avoir la production d'un 6e homme. En tout cas, l'idée se tient par rapport à ça. D'accord. On reste dans cette optique de... Là, c'est plus sur le 3e porteur de balle et qui peut être potentiellement le 2e porteur de balle sur le banc lorsque Shea est sur le banc et J-Dub est avec le 5. Malcolm Brogdon. Bof. Pourquoi pas? J'ai des réserves sur la santé quand même, mais le joueur est très bon. Je suis pas fermé à Brogdon non plus. Un peu comme Bogdanovic. Je sais pas si j'irai, mais l'idée se réfléchit. C'est un renfort, c'est sûr, mais encore une fois, pas le profil qui m'intéresse le plus. Et puis, je veux un joueur grand, quoi. Attends, je t'en parle après. Oui, voilà, je sais, mais je veux un grand de la taille, quoi. Après, si tu trades tous les guards, oui, mais bon, voilà. Pour moi, ça manque d'un 3e porteur de balle. Si le porteur de balle tertiaire, tu l'as pas. Et au niveau des ailiers, sur ce que je vais vous proposer, il n'y en a pas des masses non plus. Il n'y en a pas des masses, ouais. Nous, encore une fois, dans la catégorie guard porteur de balle, Colin Sexton. Non. Pas fan, manque d'efficacité, pas vraiment d'efficacité en soi, mais le fait qu'il, son profil nécessite qu'il ait beaucoup la balle, je trouve. C'est un peu trop par rapport à ce que j'aimerais lui donner. Et défensivement compliqué. Ah ouais, moi je trouve pas qu'il soit compliqué. Je pense que je préfère Brogdon plus facile plus complémentaire, quoi, plus plug and play que Sexton. Ouais, tu vois, et l'idée Bogdanovic et Brogdon, c'est des mecs qui peuvent jouer poste 2, tu vois, vraiment défendre des arrières, etc. Sexton, c'est un arrière dans le corps d'un meneur.
Et je trouve que, comme Tom, il cassera pas le collectif, mais il y a cette idée, quoi. D'accord. Moi, j'aime bien Colin Sexton, surtout que depuis qu'il est arrivé à Utah, il tire quand même à 40% à 3 points. Donc, par contre, depuis qu'il est à Utah, il est très très fort. Par contre, hein. Voilà. Moi, c'est pas que j'aime pas Colin Sexton dans l'absolu, mais à OKC, je sais pas, il manque de taille, il manque de. Ça fit pas très bien, je trouve. Non, mais ok. Alors celui-là, moi, c'est mon chouchou. Vous allez dire, j'aime pas, mais moi, c'est juste pour le fun. Alex Caruso. Moi, j'aime bien. Le plug and play est intéressant, c'est certain. Après, je pense que si t'as Alex Caruso, oui, tu peux pas dire que s'il sera pas. T'enlèves Lou Dort si tu. C'est ça la question. Ou alors t'as une ligne arrière, laisse tomber la défense. Hein. Caruso, Lou Dort, Cason Wallace. Imaginez. Ah mais c'est pas mal. Imaginez. Je préfère Constant il garde Chet et il dégage tout le reste. Donc c'est ça le souci. Ah, mais je vous frappe. Et pour le coup, je préfère les mensurations entre guillemets de Caruso, la taille, l'impact physique, j'ai envie de dire. Après, niveau blessure. Il est pas souvent moi, blessé. C'était mieux. Cette année, c'était mieux, mais il y a plusieurs saisons où il n'était pas souvent là, quoi. Enfin, à Chicago. Ah bon? J'ai cette impression-là. Attends, peut-être que je me trompe. Hein. 71 matchs cette année, 61 l'an dernier, 41, bon, ok. Ouais, voilà. 58 sur la saison à 72 matchs, 64 sur l'année d'avant où il y en a que 72 aussi. Je pensais que c'était pire la saison à 41 et 50 et quelques après, tu vois. Je pensais que c'était pire. Voilà. 58, c'est que sur 72 matchs en plus. Hein. C'est pas un Ironman. Non, mais après, c'est pas le cas de Brogdon non plus. Au niveau des ailiers, au niveau des ailiers qui peuvent apporter du volume à 3 points. Qu'est-ce que vous pensez de mon chouchou, je l'avoue, de Corey Kispert? Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien Corey Kispert. Pour l'instant, de tous ceux que tu m'as cités, c'est celui que je préfère. Moi, j'aime bien, mais quel est l'upgrade? Enfin, est-ce que tu passes vraiment un cap avec ce joueur? Elle est upgrade. Ouais, est-ce qu'il sera capable de défendre en playoff? Zaya Joe, c'était pas trop le cas non plus. Oui, c'est pour ça. Donc, quel est l'upgrade? Mais après, Corey Kispert est quand même plus grand et plus mobile, il me semble, qu'Isaiah Joe. Je pense que le problème défensif de Corey Kispert, c'est une question de volonté et une question de collectif, on va dire. Oui, d'environnement. Je suis d'accord avec toi que tu me fais le trade en sec Joe Kispert, je le fais parce que le poste est plus intéressant, parce qu'il y a plusieurs choses plus intéressantes. Après, de lâcher des assets pour ce joueur-là, et est-ce qu'il va vraiment te faire gagner des matchs supplémentaires, je sais pas. Mais oui, en soi, oui. Après, on arrive sur le problème, c'est que comme on est plus ou moins éloigné au niveau de nos visions sur ce qu'OKC est, à quel point OKC est proche du titre, forcément, tu vas être un peu plus froid que moi, où je me dis, bon, voilà. Autre nom de shooter de volume. Celui-là, je l'aime bien. C'est un peu un sleeper, mais je l'aime bien. Cam Johnson. Ouais, moi j'aime bien. Je préfère. Je sais pas, je suis un peu... Ouais, on a dit qu'on parlait pas de contrat. Mais... le contrat, ça va, c'est 23, 20 et 23 sur les 3 prochaines années, ça va. Plus de 20 millions pour Cam Johnson, quand même. Moi, ça me fait mal au cul, hein, je t'avoue. Cam Johnson, c'est un joueur qui a été joueur de rotation d'une finale NBA, déjà, qui s'est jamais caché au niveau de ses responsabilités en playoff et qui a jamais eu la fameuse baisse d'adresse à 3 points, qui, balle en main, a développé quelques trucs au niveau du rôle de connecteur à Brooklyn cette saison. Bon, je trouve que si tu mets Cam Johnson au poste 4, c'est en fait les qualités et les défauts de Lauri Markkanen en moins cher et peut-être en un peu mieux défensivement. Ah, mais le profil est pas mal. Moi, c'est vraiment le contrat, je trouve ça vachement élevé pour Cam Johnson, quand même. Honnêtement, moi, j'aime bien. Après, il y a là où lui aussi n'a pas joué tout le temps, tous les matchs, etc. Mais j'aime bien. C'est ce qu'on se rapproche le plus de ce que je voudrais pour l'instant, en tout cas. Après, juste le point pour Cam Johnson, c'est que justement, avec la saison à Brooklyn, ça va nulle part et Cam Johnson, il n'a pas trop de sens dans le projet de Brooklyn. Est-ce que si tu veux Cam Johnson, est-ce que c'est pas le moment d'y aller pour lâcher moins d'assets? Pour moi, c'est la vraie incertitude. C'est me demande à quel point Brooklyn est vendeur. À quel point Brooklyn est vendeur. Sont vendeurs. Mais tu vois, et à quel point Chicago est vendeur. Chicago, ils vendent pas. Chicago, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait de trade, mais il y a un moment, Caruso, il arrive dans 1 an, il est free agent, donc il va falloir prendre une décision.
Non, mais pour Cam Johnson, il a, pour moi, il est moins hype maintenant que quand il était aux Suns, par exemple, toute fin Suns. Donc, si tu veux trade pour Cam Johnson, pourquoi pas le faire dès maintenant? Ce serait le moment. D'accord. Sachant que oui, Cam Johnson, il lui reste 3 ans, donc potentiellement, tu seras indexé. Oui, et puis tu le verrouilles, il y a un montant fixe, parce qu'il prend 17% du cap cette année, 13% l'an prochain et 13% dans 2 ans, enfin sur la 2026-2027. Donc il ne viendrait pas trop pénaliser potentiellement tes autres joueurs. Après, moi, tu me dis 39% à 3 points en carrière après 6 tentatives. Bon. Voilà. Mais le shooter est bien. Hein. 2m3, c'est pas mal. Ouais, non, c'est sûr, j'aime bien. Je sais pas. Moi, le contrat me freine un peu, je t'avoue. Mais... Shooter est bien. Autre ailier un petit peu plus défensif, mais autre ailier où le contrat peut être un petit peu embêtant et les blessures aussi. Autre joueur d'Atlanta, DeAndre Hunter. Non. Je préfère Cam. Après, moi, c'est que j'aime vraiment pas DeAndre Hunter. c'est très subjectif. Moi non plus. Mais il y a un moment où il faut prendre les faits, c'est que DeAndre Hunter, c'est un meilleur finisseur près du cercle et que il a bien progressé à 3 points, que ce soit en termes de volume ou que ce soit en termes de réussite cette année. Moi, peut-être que c'est l'utilisation, mais défensivement, il y a une baisse. Alors, je sais pas si c'est. Il y a forcément le fait qu'il joue à Atlanta qui joue, mais j'ai l'impression que les blessures, ça l'a un peu freiné à ce niveau-là. Donc, déjà, il y a la défense, il y a les blessures, du coup, évidemment. Il fait jamais une saison complète. Et je sais pas, la sélection de tir, j'aime pas trop. Ça, je pense que c'est surtout le contexte qui fait qu'il prend un peu trop de mi-distance parfois et tout. Mais je suis pas un grand fan de DeAndre Hunter, honnêtement. Il faudrait voir à quel point le contexte Atlanta joue sur le fait que son évolution est pas très positive pour être un role player titulaire chez un contender. C'est 2 joueurs proches, je trouve, avec Cam dans ce que tu peux attendre d'eux s'ils viennent au OKC, je trouve. Donc, mais je préfère peut-être un chouïa Cam Johnson et encore. Ouais, c'est kiff-kiff. Il est peut-être un peu plus cher, Hunter, non? Plus cher dans le contrat 15... et dans le prix à aligner pour l'avoir, je sais pas. C'est quasi pareil. C'est là où Cam Johnson, en contrat, en termes de durée de contrat, il leur reste 3 ans à tous les deux. Là où Cam Johnson prend 13% du cap, DeAndre Hunter en prendra 15 et 14,5. C'est quasiment les mêmes contrats. Ouais, c'est pareil. Mais je pense que sur la respectabilité du shooter, je préfère Cam Johnson. Mais je pense pareil. À choisir entre les deux, je partirais plus sur Cam Johnson aussi. Et même sur le côté connecteur, limitation de perte de balle, je préfère Cam Johnson. Voilà. Oui, bien sûr. Un autre truc, il me reste 2 noms. Non, 3 noms. Il y en a un, bon, là Pierre, là c'est sûr, il va pas aimer. Mais bon, je suis obligé de le mentionner. Dorian Finney-Smith. Bah, c'est pas le même profil. C'est pas le même profil, c'est ce que j'allais dire. C'est moins complet que les autres. T'as plus cet aspect, je trouve, pas vertical, mais très grand ailier. J'ai l'impression qu'il est plus grand que les autres. C'est peut-être même pas vrai. Mais il fait plus long. 2-0. Il est plus petit. Donc il est même plus petit. Mais tu vois, il fait plus long. Ouais. C'est ça qui est différent dans l'envergure et dans. Et puis je le trouve moins constant dans le tir à 3 points. Mais défensivement, peut-être un chouïa plus intéressant après, par contre, quand même. Après, il est payé moins cher aussi. C'est aussi ça aussi, c'est question de contrat. C'est que si tu peux faire Dorian Finney-Smith et faire, je sais pas, Bogdan Bogdanovic au lieu de faire Cam Johnson, bah peut-être que ça s'équilibre aussi. Mais pourquoi pas? Je lâcherai pas ma mère pour Dorian Finney-Smith non plus. Non, mais sur le profil, ça, c'est juste sur le profil. Le profil est pas mal. Bah, c'est un 3&D, quoi. C'est assez classique, on va dire, tu sais, dans la manière dont on envisage les 3&D en NBA, mais ça fait le boulot. Donc, disons que c'est vraiment, tu coches quelques besoins ou quelques faiblesses et tu essaies de les compenser par lui, là où un Cam Johnson et Hunter, tu peux te dire, bon, on va compenser, mais en plus, on aura peut-être du supplément, la petite cerise sur le gâteau d'autre chose. Possible, mais peut-être que Cam Johnson, peut-être que DeAndre Hunter et surtout Cam Johnson t'amènent d'autres problématiques défensives aussi, que ne t'apporte pas Dorian Finney-Smith. Je suis d'accord, c'est solide. Et on reste sur les 2 derniers noms. Vous allez voir que je ne l'ai pas cité, Lauri Markkanen. Hein. Vraiment, pour moi, c'est sorti de mon esprit. L'Arlésienne, Mikal Bridges. J'y crois plus. Il va coûter tellement cher. Moi non plus. C'est le tarot. Le tarot, il est beaucoup trop craquer toutes tes assets pour ça, vas-y, autant Alors, aller chercher... On ne peut pas craquer tous les assets, parce que si on craque tous les assets, ça fait 17 tours de draft et 20 second tours. Donc. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Vraiment, pour un Mikal Bridges, non. Ah bah, après, il t'apportera plein de trucs. Hein. Dans l'idée, Mikal Bridges, c'est parfait. Lui, il te fait franchir un step. Hein.
Et puis en plus, la question est-ce qu'il reste sur le terrain ou pas, il n'y en a pas, pas de souci. Donc, tu vois, pour le coup, dans le profil de joueur, dans le profil de joueur, et moi, dans le niveau du joueur que j'attends pour passer un cap, c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est ce que mais j'arrive même pas à me projeter avec lui. Tu vois, c'est plus le constamment le truc qui revient tout le temps, Bridges, machin, je vois pas, ouais. Est-ce que les Nets sont vendeurs? Ça aussi, c'est une autre question. Ouais. Mais il y a ça, et il y a surtout le fait que si Mikal Bridges est disponible sur le marché, les Rockets, ils vont se ramener, ils vont faire alors, on a un pick 3 et on vous rend une partie de vos picks de draft, ça vous intéresse? OKC ne pourra jamais faire une meilleure offre que celle des Rockets. Les Nets, ils savent très bien qu'ils sont nuls, donc récupérer leur pick, c'est exactement ce qu'ils veulent. Mais après, voilà, je pense qu'il y a eu une incertitude sur le fait que Joe Tsai, qui est le proprio des Nets, a dit qu'il allait avoir du changement, mais si tu écoutes ce qui se murmure, il serait plus sur l'optique de garder le même effectif pour essayer d'attirer des free agents à la free agency de l'été prochain. Sinon, t'attends qu'ils aient fait ça, et hop, après tu vas chercher les autres joueurs intéressants du roster. Tu vois, une fois qu'ils ont commencé la reconstruction, quoi, qu'ils seront moins demandeurs. Finney Smith, allez hop. Ouais, tu vois. C'est possible. Et le dernier nom, bon voilà, pas de surprise. Denny Avdia. Moi je suis grand fan. Moi je suis grand fan de l'idée. Donc franchement. Alors, tu vois, honnêtement, c'est celui qui coche le plus de cases. Il y a peut-être pas encore le talent de Bridges, mais dans la liste des exigences et de ce que tu veux, c'est lui qui coche le plus de cases. En plus, je pense que c'est le plus grand de tous les joueurs que tu as cités. Non ? Oui, sur le débrief de la série face à Dallas, le match 6, tu avais dit que Denny Avdia, il faisait la même taille que je sais plus qui, mais Denny Avdia. Je crois qu'il est annoncé à 2,07. Ouais, c'est ça, il est vraiment grand. J'ai regardé, je sais plus ce que j'avais annoncé. Lui, il est vraiment grand. Dans l'aspect rebond, je trouve que lui, c'est peut-être le meilleur qu'on ait cité depuis le début, honnêtement. Bon. Le tir vient de plus en plus, et pour le coup, ce qui est intéressant, même sans regarder Washington, fréquemment, on a envie de dire, tu sais que lui, il a été dans un contexte où il a dû plus se créer ses tirs, porter la balle, il a pas entendu dans un coin tout seul souvent, quoi. Donc non, oui, lui, c'est celui qui coche le plus de cases. Après, est-ce que peut-être qu'en année 1, il ne fera pas passer ce step que j'attends, mais lui, il peut encore progresser largement aussi, comparé à d'autres. Oui, et puis alors le deal, le contrat, l'extension rookie qu'ils ont signé, le 55 sur 4 dégressif, c'est-à-dire qu'il va prendre 11 exceptionnel, ça. 11 millions, 9 millions, enfin, il va prendre 11% du cap, 9%, 7% et 6%. Et c'est là où on arrive sur la problématique, c'est que je pense que, un peu comme Mikal Bridges, pour d'autres raisons, le joueur est inaccessible. C'est-à-dire que Washington, ils sont en mode, on a un joueur de 24 ans qui s'est développé, qui est sur un deal hyper team-friendly, on va pas le lâcher. Ou alors, il faudra surpayer. Ce que tu peux faire. Je commence d'équiper autour et tout. Ouais. Moi, je pense qu'OKC fait partie des équipes qui pourraient convaincre Washington. Mais je suis d'accord avec toi que pour nous, pour la timeline de l'équipe, en plus, c'est exceptionnel, Denny Avdia, le contrat, tout. Et en plus, on n'en a pas trop parlé, mais oui, il se crée son accès au cercle, il progresse à 3 points. Très bon finisseur près du cercle. Ouais. Il défend, il prend des rebonds, mais aussi c'est un mec qui lâche plutôt bien la balle. C'est plutôt un bon passeur pour un ailier, Denny Avdia. Donc vraiment, il coche tout. Il est parfait. Mais oui, Washington va beaucoup demander, mais en même temps, les mecs reconstruisent. Tu peux leur proposer Josh Giddey. Est-ce que non, mais évidemment, il n'y a pas que Josh Giddey dans le package. T'appelles Washington, tu fais à l'autre Wizard. Ouais, Saint-Christy fait à l'autre. C'est plus Troy. Ouais. C'est plus Troy. Non, c'est à Détroit, Troy Wizard, c'est Will Dawkins. Voilà. Merci Tom. Ouais. Il appelle Will Dawkins, il fait allô Will. Oui, je t'ai employé quand même pendant plusieurs années. Tu me lâcherais bien le petit Denny là contre Josh Giddey. Allez, on fait ça là. Je t'envoie les papiers aussi. Non mais. Ah, mais oui. Pour moi en fait, Josh Giddey, tu peux le mettre dans le paquet. Je leur dire, regardez, ça vous fait un jeune porteur de balle à développer parce qu'il est bon, Josh Giddey. Juste ok, ici ça marche pas du tout en termes de fit. T'as les pics de draft et Denny Avdia, il va quand même garder de la valeur pendant pas mal de temps. Mais tu lâches quoi? Ok, ici on lâche quoi en gros? Tu vas devoir le surpayer, mais qu'est-ce qu'on lâcherait pour lui en gros? T'es obligé de le lâcher. Est-ce que genre ça serait une offre genre Giddey, Dieng, 12 et un ou deux trucs en plus? T'es obligé. Hein. Moi, faut que si tu veux, pour moi, si tu veux lâcher Denny Avdia, tu dois avoir le 12, et enfin, tu dois avoir multiple first, sachant que dans le first, dans les multiple first, il doit y avoir le pick 12. Parce que comme ça, ils ont un joueur prêt rapidement, et tout dépend des pics. Parce que vu l'état de la draft, est-ce que Washington, ils veulent forcément sélectionner plusieurs joueurs directs? Ou alors juste drafter Rizaché ou Alexar avec leur pick, ça leur suffit?
Après, je pense s'il faut forcément qu'ils voudront te refourguer un autre truc un peu négatif dedans, non? Bah, ils ont pas de contrat spécialement négatif, Washington. Ouais. Ils ont pas parce que tu sais, pour équilibrer le nombre de joueurs, si t'en envoies 2 ou 3, on va dire. Sinon, ils t'envoient les 12 patates de Marvin Bagley, mais bon, ça va être un peu compliqué, quoi. On demandait un backup pivot, bah voilà. Est-ce que tu fais du coup Giddey, Dieng, parce que je pense qu'eux, ça peut les intéresser, le 12 et 1 ou 2 first, en gros, c'est ça le deal, ça serait ça? Ouais. Idéalement, oui, je pense que ce sera plus cher. Mais s'il venait à y avoir un deal, je pense après, il t'envoie Jordan Poole et t'as du scoring en sortie de banc. Non. Non. Non, par contre, déconnez pas, il y a la player option de Richaun Holmes à 12 millions. Celle-là. Ah oui, bien sûr. Constant, on peut prendre Tyus Jones, par contre. Il est free agent. Ah ouais, donc on peut pas. Sign and trade. Je regarde juste la liste des joueurs, donc je vois pas les contrats. Tyus Jones, il fait 1m20, donc en playoff, il va pas pouvoir rester sur le parquet. Allez, on vous reprend Homo Yuri. Allez, c'est bon. Allez. Non, mais c'est là aussi, enfin, au-delà de ça, la question, si tu fais par exemple des Avdija et que tu envoies 1 ou 2 first, il faut voir aussi quels sont les firsts que tu envoies, parce que tous les firsts que possède OKC ne sont pas les mêmes. Si tu envoies le 2029 de Denver qui est protégé à 1,5, c'est pas le même que d'envoyer le unprotected des Clippers en 2026 ou le swap Clippers en 2027. On est d'accord. Je pense que tu peux potentiellement réduire le nombre de firsts si tu envoies des firsts qui sont très élevés. Après, est-ce que la saison au tir de Deni Avdija n'est pas une surchauffe? Parce que globalement, regardez les 3 premières saisons de Deni Avdija, au catch and shoot à 3 points, il est à 31.7, 31.6, 31.8. La 4e, il passe à 38. Est-ce que c'est un joueur qui a pas une surchauffe à 3 points ou est-ce que c'est réellement un développement? Et ça, c'est une question que tu dois poser. Si tu dois envoyer vraiment des assets très forts, il faut que ce soit pour un joueur sur lequel tu as un minimum de certitude et je ne suis pas sûr que tu aies encore les certitudes que Deni Avdija soit un joueur efficace à 3 points. Je pense que s'il n'est pas efficace à 3 points, il a d'autres qualités, mais ce sera toujours un peu moins valuable. Après, on n'a jamais vu Deni Avdija dans une équipe fonctionnelle offensivement. Ça se trouve avec plus d'espace et plus. Il jouait avec Russ. Oui, c'est ça. Il était au Wizards avec Russ quand ils font les playoffs. Il était rookie. Fonctionnel ces Wizards-là ou... l'attaque, elle était fonctionnelle. Il mettait 140 points à tous les matchs. Ça marchait bien, parce que Russ et Bill, ça courait partout. Mais Avdija, est-ce que tu avais tant de possibilités offensives que ça? Quand tu vois son évolution justement depuis cette saison rookie, parce que là à l'époque je regardais beaucoup les Wizards pour le coup, ça n'a rien à voir, c'est plus le même joueur, hein. Rien à voir. Bien sûr, il a eu tout un deal rookie pour se développer, mais pour moi c'est ce qui se rapproche le plus de l'ailier polyvalent qui peut défendre. J'aime bien sa défense, hein. Je trouve que il y a des rumeurs sur Kai Kuzma et tout. Moi je trouve que Kuzma, déjà je déteste le joueur, le profil je déteste, et je trouve que défensivement Deni Avdija, même dans le marasme des Wizards, il a réussi à se dépatouiller. Et gros rebondeur, plus grande taille, playmaker, enfin connecteur, gros finisseur près du cercle. Moi je pense que c'est de toutes les cibles là, que j'ai citées, je pense que, hormis Michael Bridges, qui reste un peu un mirage, je pense que c'est celle que je privilégie. Ok, donc on part sur Avdija, on va dire, pour Constant, et on verra pour Tom et moi, si on est réaliste, mais c'est le candidat qui nous plaît le plus. Moi, il n'y a pas que Deni Avdija, je te le dis. Oui, donc du coup, tu trades pour qui, du coup? Attention. Que tu as fait la liste, là. Moi, alors, il y a 2 scénarios au niveau des caps, et tout ça, c'est en prenant compte le cap, hein, donc financièrement, c'est réalisable. Pour moi, il y a 2 scénarios où je fais... dans les 2 scénarios, je fais Corey Kispert. J'adore trop le joueur, je fais Corey Kispert. Où je fais Brogdon, Kispert, Cam Johnson. Et il y en a un autre où c'est full, vous savez quoi, allez, ça n'arrivera jamais, où ça fait Bogdanovic, Avdija, Caruso et Kispert. Allons-y. On l'a dit, refonte de l'effectif. On envoie tout, là, parce que là, dans les trades, il n'y a plus Josh Giddey, il n'y a plus Isaiah Joe, il n'y a plus Aaron Wiggins, il n'y a plus Dieng, il n'y a plus de pick 12, il n'y a plus de first, il n'y a plus rien. Mais alors, avec cet effectif-là, je peux vous dire que tu as comblé tous les manques, hein. Tu as comblé tous les manques. Tu n'as plus la même équipe. Là, la continuité... M'en fous. Attends, le Deni Avdija dans le 5 avec Caruso, Bogdanovic et Kispert en sortie de banc, ça va être autre chose que Waters, Ousmane Dieng et Kenrich, là, je te le dis. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres cibles que j'ai pas citées en trade? Alors, moi, je t'avoue que j'avais exploré et que c'était un peu les mêmes noms qui ressortaient, mais en fait, j'ai l'impression que ça se fera pas. Alors, il y en a, je suis un peu plus confiant que d'autres, etc. Mais je suis plus parti de ce point de vue plutôt négatif que ça se ferait pas. Bon, après, il y a LeBron, hein, voilà, mais
Paul George. Paul George, bien entendu, voilà. Non, il y avait pas, en fait, il y a pas de profil, moi, en trade qui m'ont vraiment parlé. Et du coup, j'ai même en free agency, j'ai regardé un petit peu avec le cap. Je vous ai dit que j'adorerais avoir Nico Batum au Thunder, mais ça risque d'être compliqué. Et il n'y a pas de noms qui m'ont sauté aux yeux, même là, en fait. On va signer des gars, hein, sauf si on fait plein de trades, on va signer des gars pour combler le roster, on va signer un pivot ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de noms qui m'ont vraiment sauté aux yeux, au-delà de ce que tu as pu dire, en tout cas en trade, il n'y a pas de Moi, j'en ai un. J'en ai un petit que j'ai vu qui est free agent, qui joue aux Sixers. Et les Sixers, eux, pour le coup, ils vont faire une refonte totale de leur effectif, mais un petit D'Anthony Melton. Ouais, c'était dans les noms aussi. D'Anthony Melton, tu sais que à OKC, ça aurait du sens parce que c'est un grand guard capable de très bien défendre, qui a progressé sur son tir à 3 points, capable de tenir la balle, qui franchement me plaît plutôt bien. C'est pas un grand guard, Melton, par contre. Hein. Bah, il joue fait grand. 6'2", hein. Il joue grand, mais il fait un 88, il est plus petit que Kesson. Voilà, oui, c'est un petit guard. Non, pas du tout. Qui joue plus grand que sa taille, par contre. Justement, il joue plus grand. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faisait plus que ça. D'accord. Non, mais dans tous les cas, je le prends. J'y vais à fond. Mais à voir qu'on m'écoute, évidemment. Mais tu vois, pour utiliser le cap, je trouve que D'Anthony Melton, ça peut être un petit coup sympa à faire dans une équipe où on sait pas, en fait, on sait pas du tout ce que va faire Philly. On n'a aucune idée et ils vont. Seul truc qu'on sait, c'est qu'ils vont se concentrer sur une autre star. Mais après, pour la construction d'effectifs, il y a rien qui est décidé. Donc, tu peux essayer d'en profiter, d'être opportuniste et d'aller chercher un D'Anthony Melton qui apporterait au OKC et qui, je suis pas sûr que sa valeur soit au max étant donné qu'il a été blessé souvent. Donc, à voir les négociations de contrat. Mais en playoff, c'est un mec qui me paraît viable. Donc ça peut se tenter. Et évidemment, moi, j'avais Deni Avdija dans mon équipe. Ok. Ouais, non, mais après, au niveau des noms, moi, j'en ai cité 4. Il y en a un, c'est sûr, c'est plus ou moins sûr qu'il va être free agent, mais c'est pas des énormes noms. Voilà, c'est pas OG Anunoby, c'est pas Isaiah Hartenstein, c'est pas Nick Claxton, machin. J'avais dit Anthony Melton, Mister Do Something, c'est son surnom. Monsieur fait quelque chose. Je sais pas si c'est positif ou négatif comme surnom, mais moi je le trouve intéressant. Après avoir avec Kayson Wallace, ça fait quand même un backcourt de petits. Hein. Là pour le coup, là où tu vois les Bogdanovic, les Brogdon, ils font des bons 1,96 tassés. Là où Melton, Kayson, bon, je suis un peu sceptique. Après, Free Agency, t'avais des targets, Constant? Ouais, j'en ai un. Enfin, il y a KCP. Voilà. Ça, c'est le rêve, hein, évidemment. KCP, franchement, Denver, tu vois, tu es en mode, vous êtes dans la seconde à prendre. Si tu veux utiliser ton cap space de manière débile, tu fous 20 patates sur KCP sur 3 ans, et puis comme ça, Denver, c'est un poil cher. Et puis comme ça, tu le mets au poste 4, et puis ça tourne. Enfin, les ailes défensives avec Dort, KCP et J-Dub, un peu chiant. Ça peut être sympa. Au poste 4, KCP... Non, poste 3, tu gardes J-Dub au poste 4 et potentiellement via la draft, tu prends un ailier de grande taille où tu peux te renforcer. Mais sinon, j'ai 2 noms. Alors, il y en a un, il nous a fait entre guillemets mal en playoff, mais je pense que c'est un joueur qui potentiellement pourrait être disponible, Najee Marshall. C'est pas des noms qui font rêver, hein, je vous le dis tout de suite, parce que il n'y aura pas de superstar. Hein, je vous le dis. Pourquoi pas 3-4 le tir est un peu aléatoire, mais il est capable d'en mettre. Défensivement, c'est bien. Non, ouais, c'est pas mal. Najee Marshall n'a pas trop cher, ça se tente. Un peu petit, je pense, non? Il fait 2-0-1. Ah, j'aurais plus petit. Les tailles NBA, c'est des énigmes. Je sais pas, ça fait moins rêver que les noms qu'on a dit avant, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu peux faire les trades. Tu peux faire les trades et tu peux signer des free agents. T'as 35 millions de casse de toute façon. Mais pour moi, Najee Marshall, c'est un mix entre Wiggins et Kenrich en mieux. Bah, tu le mets en concurrence avec Wiggins, tu vois. C'est ce qu'on se disait. Est-ce que Wiggins, ça peut être viable à terme? Tu mets Najee Marshall en concurrence. Najee Marshall, oui, tu prends pas Wiggins. Hein. Pour moi, c'est genre, il pourrait être ton 4 stabilisateur, un vrai poste 4, où c'est un joueur qui peut, encore une fois, être un bon connecteur, prendre quelques bonnes décisions balle en main, rentrer ses 3 points et apporter de la bonne défense. C'est un profil plus grand que Wiggins, donc forcément, il va t'amener de la taille. Et je trouve que dans la polyvalence en attaque et défensivement, c'est un meilleur joueur que Wiggins au global. Sachant que les Pels, en plus, ils vont se retrouver dans une situation où ils seront pas loin de la luxury tax. Et potentiellement, si tu venais à allonger un petit peu le montant, tu pourrais peut-être leur forcer un petit peu la main. Surtout que voilà, Najee Marshall, il est du côté New Orleans. Bon, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je pense que c'est un joueur qui pourrait potentiellement
collé à un peu l'ADN d'OKC ou à l'esprit du Thunder, je trouve. Je suis pas complètement convaincu, mais pas non plus contre. Voilà, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de gars, à part Avdia, effectivement, qui coche plein de cases, où je suis convaincu à 10 000%. Quoi. Ah, de toute façon, le joueur parfait n'existe pas. Et le dernier, celui-là. Jalen Smith, du côté d'Indiana. Oui, toi, t'aimes bien, toi. Bah, il a une player option. Il a une player option à 5 millions, 4, elle n'est pas très élevée, la player option. Ouais, mais il joue pas en playoff. Je sais pas s'il aura plus, Jalen Smith. Est-ce que. Après, il faut. De toute façon, les backup pivots, moi, j'aime personne. Donc, j'ai pris le seul que j'aime à peu près bien. C'est Jalen Smith qui est. Pour moi, c'est une. En fait, si son tir à 3 points. C'est parce que cette saison, il a shooté à 43% à 3 points. Si son tir à 3 points n'est pas flouk, c'est une vraie upgrade par rapport à Jalen. Alors, c'est pas un joueur que tu pourras mettre à côté de Chet, c'est sûr. Et au moins, c'est un meilleur finisseur près du cercle que ce qu'est Jalen, ce qui n'est pas forcément difficile. C'est un meilleur partenaire de pick and roll et tu peux jouer roll et pop avec lui. Alors, balle en main, c'est pas les mêmes capacités que Jalen, mais je le trouve plus complet et défensivement, faut voir, parce qu'à Indiana, personne défendait sur les lignes extérieures. Donc, faut voir comment il est capable. Il sera difficilement plus négatif que ce que peut être Jalen en saison régulière. Donc, pour moi, ça peut être du côté d'Indiana. En plus, je pense pas qu'il. Enfin, s'il n'active pas la player option, je suis pas sûr qu'ils vont le re-signer parce qu'ils sont très chauds sur Jarras Walker et je pense qu'ils vont lui donner ces minutes que Jalen Smith avait en saison régulière. Et au niveau du profil, je trouve que, encore une fois, ça paye pas de mine, mais c'est une upgrade potentielle à Jalen. En playoff, c'est pas sûr. Hein. Tu l'as dit, il n'a pas été radieux en playoff non plus. C'était pas. Mais c'était l'un des moins pires, presque. Quand tu vois qu'il est obligé de finir un match 6 parce que c'est lui le moins pire. Parce que le chat prend pas un rebond, ça c'est différent. Voilà. Ça. Mais du coup, est-ce que tu peux faire jouer les deux, Jalen Smith et Chet ensemble? Non. Et pour moi, Chet, il fait que des minutes au poste 5. Hein. Ça, faut arrêter avec cette lubie de Chet au poste 4. Ça. Mais ça t'apporte peut-être moins d'options que Jalen, c'est dans ce sens-là. Mais pour après, moi, c'est un upgrade. C'est un upgrade, oui, c'est un backup pivot pur. En attendant que Nasrid il refuse sa player option l'été prochain et qu'on lui mette un super max. 30% du cap sur Nasrid. Du calme, constant du calme. Moi, j'ai Jalen Smith dans mon équipe. J'avais envie de tenter le coup. Tu peux lâcher un petit contrat et dire regardez Kenrich Williams, les Pacers. Après, pour moi, ils vont prendre l'option, non? Ils vont pas prendre l'option. C'est une player. C'est une player. Pardon. Moi, je pense que le joueur, il va la prendre. Juste en termes de contrat, tu fais un petit trade qui paye pas de mine et tu le mets en concurrence avec Jalen. Et tu vois ce qui se passe. Moi, s'il la prend pas, je lui file comme ce qu'on a fait avec Misic, c'est-à-dire la room. La room, c'est 8 millions la première saison, 8 millions 4 la deuxième et 8 millions 6 la troisième en mettant une team option sur la troisième année. Tu mettrais 25 millions sur 3 à Jalen Smith. Avec une team option, ça fait 16 sur 2. Ouais. Il me paraît quand même très théorique, Jalen Smith. Dans l'idée, cette année, Indiana, il l'était pas. Il joue pas en playoff. Isaiah Jackson est passé devant lui, quoi. Et Isaiah Jackson, c'est un bon pivot sympa. Il prend des rebonds, il compte, mais il fait 2 fautes par minute, quoi. Et il est quand même devant lui. Donc, dans ce cas-là, tu prends Obi Toppin si tu vas dans le full théorique. Ouais, c'est vrai. Vas-y, verticalité, grande taille, rebond, vas-y, prends Obi. Tire à 3 points. Tire à 3 points, mais oui, tu vois, justement, pour moi, Jalen Smith, la théorie est cool, mais pour l'instant, ça s'est pas trop vu en pratique. Donc, je serais pas prêt à lui mettre un contrat spécialement, même à cette hauteur-là, à 8 millions l'année. Je sais pas, parce qu'en vrai, si c'est pour servir de 11e homme, moi, je trouve que c'est tout à fait correct. Encore une fois, sur les joueurs qu'on a cités, oui, les Denny Avdia, les Cam Johnson, machin, les Caruso, c'est des mecs qui peuvent jouer en playoff, mais tu as aussi cette optique de dire, tu vois, Jalen Smith, si jamais tu venais avoir une blessure de Chet, sur un match de saison régulière, c'est honnête en tant que pivot remplaçant qui peut dépanner. Moi, je trouve que c'est honnête. Ça t'engage pas trop financièrement. Moi, je le prends, mais lui signer un contrat, je sais pas. Après, au niveau des backup pivots, tu prends qui sinon pas de risque, là, il n'y a personne. Bobby Portis. C'est un low cost pour un joueur, un floor raiser. C'est un joueur de plancher. T'as Détroit, ils ont 10 000 pivots, il n'y en a pas un au moins qui est bien dans la liste. Putain, j'ai pas mentionné, pardon, excusez-moi, mais j'ai pas mentionné Isaiah Stewart. Lol. Ah oui. En fait, lui, théoriquement aussi, ça pourrait le faire, quoi. Mais la théorie, quoi. La grande théorie. Juste la théorie. Oui, puis il n'y a pas que les qualités parce que lui, basket. Dans le profil théorique, ouais. Ah ouais. Mais voilà. Non, Tom, du coup, sur quoi tu repartirais là-dedans, dans cet aspect trade, free agency, etc. Quelle option t'ont convaincu? On a fait un peu le tour avec Constant. Donc,
Ah bah moi j'avais déjà Deni Avdia quoi qu'il arrive, donc j'irai sur Ok. lui. Ça, c'est Je fait. fais je m'entraîne dans des concours d'éloquence pendant tout l'été pour aller voir Will Dawkins et lui dire regarde Josh Giddey, regarde Ousmane Dieng, hop un petit first, allez hop ça passe. Et on prend Deni Avdia. Alors que je lâche mon 12 ou pas, j'en sais rien parce que je vous avoue que la draft, je sais pas trop qui drafter, donc peu importe. Mais après, si j'avais dit Anthony Melton, la free agency, je me positionne sur un contrat. Je vois que je suis sur Spotrac, je vois que ce qu'il lui projette comme salaire, c'est du 15 millions l'année. Pourquoi pas? Pourquoi pas lui mettre ça, du 45 sur 3, quelque chose comme ça, parce que j'estime beaucoup ce joueur et je pense qu'il peut être très intéressant. Et tu vois, on a vu qu'OKC il y avait des problèmes en playoff pour les joueurs, le nombre de joueurs qui peuvent jouer en playoff, en sortie de banc, avoir de l'apport, etc. D'Anthony Melton, pour moi, il joue en playoff sans souci. Tu peux lui filer une vingtaine de minutes et il va contribuer. Donc ouais, j'aime bien le joueur. Et j'avais été sur Jalen Smith, mais pas comme Constant, où il le signe avec la room. Mais moi, il prend sa player option pour moi, parce que je suis pas sûr qu'il ait une valeur énorme sur le marché. Et je le trade, et je sais pas, du coup, il me reste Kenrich en monnaie d'échange. J'essaie de négocier, de bidouiller un truc, et je tente Jalen Smith pour la mise en concurrence avec Jalen. Et je suis un peu moins fermé à l'idée de le mettre poste 4. Mais c'est vrai que ça serait plus genre Jalen et Jalen Smith en même temps. Ça ferait un truc bizarre, mais Ouais. pour moi, Jalen Smith, vu que c'est encore un joueur très théorique, alors soit ça va pas se concrétiser, il est là qu'un an, tu peux le dégager après. Soit si ça commence à se concrétiser, tu peux tenter des trucs avec lui parce que voir dans quel rôle il peut être à l'aise. Et comme dit, en tout cas, il peut assurer des bonnes minutes en backup. Donc, ça se tente. Disons que Jalen Smith, c'est ma petite tentative pour voir ce que ça donne. Ah, du coup, tu prends plus Melton à 15 millions que Brogdon. Et il a combien, Brogdon? Il est à 22, mais il est free agent à la fin de l'été. Il a 32 ans. Ah, 32 ans, 32 Brogdon. ans. Ah oui, mais 32 ans avec les blessures, je t'avoue que ça me freine un peu. Melton, il a 26 ans. Il est encore assez jeune finalement. Donc, Ouais, je mais je pars plus pense que sur Melton, ouais. dans le profil, je préfère Brogdon. Je pense que parce que là, il a été à Portland, il a été blessé, etc., etc. Mais moi, je reste quand même très impressionné par ce qu'il a pu faire certaines années à Indiana et surtout son année de 6e homme à Boston où il est à royal. Boston, t'es fort. Ah Très, non, très mais fort. Il est pour moi, royal. les qualités basket de Brogdon, c'est pas du tout ce que je remets en cause, hein. Moi, je me dis juste qu'il y a une chance sur deux qu'il soit pas là en playoff, quoi. Donc, C'est possible. et foutre 20 patates sur un mec qui est pas là dans ta rotation, ça me paraît compliqué parce que ça date pas que de cette année, les blessures de Brogdon. C'est un truc assez récurrent. Donc, je préfère Melton. Cette année, il a été blessé, mais c'est quand même un joueur plus sécure physiquement, je trouve. Ok. Bon, moi, de mon côté, j'avoue que l'option FDIA me va, et sinon, j'essaye quand même d'aller chercher un Cam Johnson, un truc comme ça, mais bon, j'ai du mal à y croire, donc j'ai déjà réussi trop de balles à me projeter. Après, moi, je veux signer Nicolas Batum, je maintiens. Mais J'ai il a la envie de l'avoir retraite à la fin de l'année. Il fait je les me le JO et après, convainc, c'est fini. comme dit Tom, je fais un concours d'éloquence, il se passe un truc, Ça je fais fait un pas franchir un partenariat palier non avec... plus. Mais je fais un partenariat avec First Team et du coup, il fait des émissions de là-bas, j'en sais rien, mais il signe à OKC. Ça te fait pas franchir un palier, signer Non, Nicolas Batum. je parle en complément. Je te parle en complément de potentiellement un Cam Johnson ou un Via, voilà. Mais je trouve vraiment intéressant dans le profil OKC en tant que l'ancien, etc. Moi, il y avait Bruce Brown que j'aimais bien, mais c'est vrai que c'est pas le profil que tu recherches le plus, notamment en playoff, surtout s'il met plus de tirs, ça devient compliqué. Après, il y a plein de noms intéressants. Je verrai qui choisit à la fin. Et après, à la draft, parce que si le trade ne se passe pas, notamment pour Avdia, on est d'accord. Bon, on va pas parler des profils, parce que déjà, il y en a, on l'a dit vite fait, il y en a pas énormément qui nous intéressent. On en serait plus sur un joueur prêt, par contre. On n'est pas sur un high risk, high reward, comme peut l'être un Dieng, comme a pu l'être Poku, comme l'a pu être... On est plus sur du type Casson Wallace, Jalen Williams. Peut-être pas dans l'impact, mais dans le profil. Jalen Williams, ça va être difficile de reproduire le modèle. Mais dans le profil prêt, j'entends. Oui, Kayson Wallace. Sauf que le problème, c'est que tu as aussi... Alors, si, il y en a, mais ils sont trop hauts pour toi. Parce que typiquement, mon Rich Shepard que j'aime d'amour fou, c'est Kayson Wallace en mieux, sauf qu'il va partir potentiellement dans le top 3. Et puis, globalement, si tu veux... Enfin, déjà, un petit point, c'est que je pense que c'est difficile de faire des trades sans le pick 12, parce que Presti, il aime tellement la draft que je le vois pas une seule seconde ne pas drafter. C'est-à-dire qu'il va garder son pick 12, il va prendre le joueur. Je ne vois pas échanger le pick 12, tu vois, pour Deni Avdia. Ou je ne le vois pas échanger le pick 12 tout court. Enfin, Tu veux dire, il enverrait des futurs picks plutôt que le 12?
Ouais, je vois pas OKC n'avoir aucun rookie après la draft 2024. Genre, la draft 2024 se termine, OKC n'a pas drafté une seule fois, j'y crois pas. Après, il peut descendre au pire dans la draft. Oui, il peut descendre, mais si tu veux descendre, bah, du coup, il faut trouver un trade, Ouais. potentiellement un partenaire de trade. Donc là, ça devient encore plus compliqué que là, des c'est dur. trades pour joueurs. Les trades pour les picks, là, ça devient encore plus difficile. Mais déjà, globalement, pour trade up dans la draft, bah, on a vu pour gagner 2 places l'an dernier, ce que ça a coûté les 17 patates de Davis Bertans. Là, si tu veux monter dans le top 4, même dans une draft pas folle pour Rich Shepard, bon, bah là, ça va être trop élevé. Moi, j'aime bien Rob Dillingham, qui était le coéquipier de Rich Shepard à Kentucky. Un peu plus frêle, on est plus dans le profil Garland, j'ai envie de dire, offensivement, même dans la morphologie, défensivement, de ce que j'ai vu, il y a quelques limites, et on sait que les porteurs de balles en première année, c'est pas exceptionnel. Donc, ouais, potentiellement un joueur prêt, mais il n'y en a pas 150, et même au niveau des postes, les joueurs qui sont prêts, c'est plus des postes sur le backcourt, genre les Stephen Castle, non, Stephen Castle, c'est un allié, mais plus les Devin Carter, voilà, ou les Rich Shepard, c'est des joueurs qui sont sur le backcourt. Tom, toi, est-ce que tu avais d'autres noms? Moi, la draft, je t'avoue qu'elle me hype pas du tout. Après, oui, je suis assez d'accord avec Constant. Je vois pas Sam Presti repartir de la draft et avoir chopé aucun joueur. Donc, ouais, si tu arrives à choper un joueur plutôt prêt, sans parler d'un mec de 23 piges forcément, mais tu peux, hein, mais d'avoir un mec prêt qui peut jouer de préférence sur l'aile, parce que c'est plus là où on aurait des besoins, ça serait parfait. Mais bon, à voir ce qu'il y a de dispo. À tout moment, Sam Presti, il prend Ron Holland qui descend en 12 et c'est parti, on redéveloppe un mec, quoi. Mais c'est pas ce que je ferais perso. Tu vois, quand on voit tous qu'il y a du Tidiane Salin qui nous est projeté en 12. Ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens où on a déjà un ailier français qui a besoin de temps de jeu pour se développer. Il s'appelle Ousmane Dieng et ça fait 2 ans qu'il n'est pas dans la rotation. Donc ça sert à rien d'en remettre un qui est exactement sur le même poste. Sur l'échelle du Bilal Koulibaly ou du Ousmane Dieng, où se situe Tidjane Salin? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Ouais. Je pense qu'il est plus près du Bilal Koulibaly. Je pense que... je pense que du Bilal Koulibaly, ça va. Hein. Je pense qu'il sera meilleur. Je pense que Salin sera meilleur que Dieng, mais c'est bon. J'étais pas très convaincu par Dieng, donc je peux dire là-dessus. Mais déjà, il a l'air d'avoir dans la mentalité, il a déjà l'air d'être plus proche de Bilal que de Dieng, déjà Salin. Ouais. Après, ce qui m'embête, c'est que c'est le sosie quand même de Kevin Knox et que je me suis déjà fait avoir en croyant à la théorie de Kevin Knox et je ne veux pas me faire avoir une deuxième année. Non, mais blague à part. On n'a pas parlé de Kevin Knox dans les free agents, au fait. Hein. C'est vrai qu'il était à Détroit, il était titulaire à Détroit quand il perd de. Le profil est trop bien en plus. En théorie. Le pire, c'est qu'il était titulaire, mais il était bon à Détroit, surtout Kevin Knox. Il s'est fait couper. Enfin, ou transférer, je ne sais plus, mais ils l'ont dégagé. Bon, bah, écoutez, ça ne sert à rien d'être bon, pas grave. Mais ouais, non, la draft, j'ai pas trop de profils qui me viennent comme ça. Je te dis, dans l'idée, un mec qui peut jouer 3-4, qui peut choper des minutes dès l'année prochaine, ça serait l'idée. Mais bon, on va trouver le profil. Ouais, c'est dur parce que tu tombes dans des mecs pas prêts comme Ron Holland. La comparaison sur The Ringer pour Ron Holland, c'est Josh Jackson théorique. C'est exceptionnel quand même. Après The Ringer, Kevin O'Connor, on le connaît. Hein. Kevin O'Connor, on se rappelle Trevor Kills, comparaison Lugensdorf moins la défense. Oui, et puis le RP agent de Zakidi en disant OKC doit drafter Zakidi, Kevin O'Connor. Zakidi, on arrête. Hein. En fait, on veut un joueur prêt. Bon, t'as Dalton Knecht que j'aime bien, mais que je trouve à des limites peut-être physiques pour la NBA à voir. Après, t'as des joueurs pas forcément prêts. T'as le frère Cody que t'es lié un petit peu forcément. Et t'as pas d'évidence. Alors après, il y en a qui te diront c'est le moment de drafter un backup pivot. Quoi. T'as une draft faible. Donc t'as des pivots pour le coup qui potentiellement t'as un peu tous les profils en plus, mais bon, super drafter un pivot en 12. Donovan Clegan, trade up pour Donovan Clegan, super. Darren Hall, Zakidi, super. Zakidi, super. Kyle Ware, super. Franchement, que des mecs super. Que des mecs, franchement, c'est trop bien. Non, après, sur la draft, comme j'ai dit, moi, je vais vous citer les profils que j'aime bien parce que de toute façon, il n'y en a pas 150. C'est soit 3 profils qui seront trop hauts potentiellement pour nous. Enfin, il y en a 2, c'est sûr, ils seront trop hauts pour nous. C'est Rich Shepard et Rob Dillingham, trop haut pour nous.
Dalton Knecht, moi j'aime beaucoup le profil. Je trouve que c'est un peu un mix entre Bogdan Bogdanovic et Max Strus. J'aime bien. Je trouve que même défensivement, il y a quelques lacunes et physiquement, il faudra voir. Mais pour moi, c'est un joueur qui est capable de porter la balle et qui est capable d'être autre chose que vraiment un spécialiste. Et j'aime bien ces spécialistes. Enfin, j'aime bien les shooters qui sont capables de faire autre chose, comme encore une fois Corey Kispert. Devin Carter, j'aime bien, mais je ne suis pas spécialement emballé. Et lui, pour le coup, il est en train de bien grimper. Et moi, il y en a un qui n'est pas vraiment un 5, honnêtement. C'est plus un 4. C'est plus le profil. Morphologiquement, c'est plus Jabari Smith que vraiment un backup pivot. C'est Tyler Smith qui était du côté de l'Ignite, qui a montré de quelques trucs offensivement de ce que j'ai vu qui était intéressant dans le marasme complet qui était l'Ignite pour sa dernière saison. Moi, je pense que lui, pour le coup, c'est un joueur. S'il vient à se développer, je ne pense pas qu'il pourra jouer backup 5. Je pense que ça peut être un joueur que tu peux mettre à côté de Chet Holmgren. Pas Chet en 4 et Tyler Smith en 5, mais sa protection de cercle secondaire plus sa mobilité plus grande, je pense que lui, c'est un joueur, vraiment, encore une fois, comme Jabari Smith, tu peux mettre un autre intérieur à côté de lui. Lui, il n'est pas prêt, par contre. Hein. Enfin, il a 19 ans, il est très jeune. Ouais, voilà. On n'est pas sur un joueur prêt. C'est un profil intéressant, en tout cas. Mais c'est pas facile de se déterminer. Ouais, tu vois, mon petit regret, c'est Bobby Clintman qui confirme pas. C'est con parce que dans l'idée, physiquement, c'est exactement ce qu'on aimerait. Mais bon, là, il est plutôt projeté fin de premier tour, je crois, Clintman. Ouais. Donc, Filipowski en poste 4. Et puis... Ouais, c'est ça. Filipowski, allez hop. Non, mais Christian Da Silva, c'est un peu haut. C'est un peu bas. Et Cody, franchement, moi je trouve qu'il y a un emballement un peu de la fanbase autour de Cody Williams parce que c'est le frère d'eux, que le profil est quand même très brut de pomme. C'est-à-dire que les insiders américains sont très hauts sur lui. Et je trouve qu'encore une fois, on est sur un profil qui est très haut. Et après, sinon, moi j'ai deux chouchous. Sachant que Tyler Smith, on est aussi en fin de premier tour, je pense, ou 20, 21. Je pense qu'il partira pas en 12. Après, tout peut se passer. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Alors, pour le coup, lui, il est francophone, mais il n'est pas français. C'est Keyshawn George, le Suisse. Parce que, voilà, du côté, il me semble, il était à Miami, à l'université de Miami. Moi, je vois un profil, et du peu que j'ai vu, je vois un profil qui fait 2,03 m et qui tire à 41% à 3 points. Sur 4 tentatives, viens. Je m'en fiche. Viens, c'est bien, tu vas être très bien chez nous. Plus tu vas parler francophone, enfin, tu vas parler français avec Ousmane Dieng. Voilà, on est plus sur de la fin de premier tour, mais je trouve que lui, c'est un profil où voilà, j'ai pas tout vu de la saison NCAA, loin de là, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un joueur aussi bas dans les mock drafts, sachant que il me semble qu'il a 19 ans, 20 ans, donc c'est même pas un joueur vieux comme peut être les Tristan Da Silva, par exemple, ou d'autres types de profils. Sinon, on monte pour Rizaché. Hein. Non, on va pas être first pick. Mais là, faut trader Chet. C'est ça le souci. Ouais. Mais en plus, Keyshawn George, alors j'avoue que je ne connais pas du tout. Hein. Je vois Shades of Joe Ingles sur The Ringers. J'aime bien. Mais Keyshawn George, il y en a qui le mettent même pas premier tour et il y a une mock, Wasserman qui le met loterie. Mais ça montre aussi la draft, quoi. Ça montre la draft. Ça montre la draft. Mais ouais, moi je trouve que vraiment c'est un joueur qui a défensivement, il y a des bons trucs. Après, voilà, c'est pas quelqu'un qui va créer, mais si ça peut être un spot-up shooter et un défenseur de grande taille, potentiellement, moi, c'est un profil que je peux acheter. Ouais, on s'est quand même bien déconnecté de la draft cette année en étant compétitif. C'était elle était pas folle aussi, elle était pas folle non plus. Quand tu vois que Zakidi a hypé pour être loterie, oui, elle est pas folle la draft. Et puis moi, je mets que Rich Shepard day one, donc forcément, ça n'aide pas. Bon, messieurs, on a un peu fait le tour de potentiellement ce qu'on allait faire. On reparlera peut-être un petit peu de draft. De quoi? Les rotations. L'éléphant dans le couloir. L'extension de Josh Giddey. Ah oui, je l'ai pas cité, l'extension de Giddey. Ah oui, on en a pas parlé. Voilà. Parce qu'on parlait que de son trade potentiel. En fait, on va être d'accord qu'on ne lui donne pas d'extension. Donc, Oui, mais ce qui va rester, parce qu'on a parlé là de potentiellement ce qui pourrait se passer avec Isaiah Joe, avec Aaron Wiggins, et ce qui pourrait rester déjà. Là, je pense que c'est la première question. Est-ce que allez, on lance les paris. Est-ce que à l'Opening Night 2024, Josh Giddey est encore un joueur du Thunder pour vous? Je suis à 60-40, il n'est pas là. Je pense qu'il sera là, moi. Alors, il faut que je tranche. 55-45, il n'est pas là. Je pense que les toutes dernières déclats de Presti,
Non, 45-55, il reste là. Je pense qu'il va rester, mais qu'il n'aura pas d'extension cet été. Ouais, pas d'extension, c'est sûr. Moi, pour moi, il a perdu de la valeur. On reste sur l'image de Josh Giddey qui joue 10 minutes sur les derniers matchs en playoff. Sa valeur, elle peut pas être plus basse qu'actuellement, je pense. Donc, peut-être l'idée de remonter un peu sa valeur pour le transférer. Et après, c'est que moi, j'en parlais pas parce que pour moi, vous l'incluez dans tous les trades. C'est que vous avez dit. Donc, de toute façon, non, il y a des chances qu'il reste quand même, mais peut-être que ça soit sa dernière année par contre, qu'il ait un rôle différent. Ça serait intéressant, notamment s'il y a des recrues, comme on a pu citer, ou sur son poste, entre guillemets, hein, qu'il ait un rôle différent, sorti de banc ou autre, à voir. Mais je sais pas, j'ai l'impression que petit à petit, même les insiders, ils croient de moins en moins. Ce qui est quand même assez parlant. Est-ce qu'ils ont des infos? Est-ce qu'ils ont des trucs? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a moins en moins que c'est moins en moins de choses autour de lui et que c'est presque fini, quoi. À voir comment ça va se passer. Moi, je suis pas exclu. Enfin, je pense que ce serait une erreur, très honnêtement, de le conserver. On a vu les. C'est pas que lui, hein, mais on a vu quand même les grosses limites de Josh Giddey. Et pour une équipe qui se doit d'avoir des velléités d'être contender l'été prochain, bah, malheureusement, tu étais trop fort pour le niveau actuel de Josh Giddey. Et je pense encore une fois que on l'a vu sur les quelques matchs où Shea était absent. Il y a un joueur NBA dans Josh Giddey, c'est juste que c'est pas un joueur NBA qui est encore capable de jouer des joutes de playoff et qui est encore moins capable d'exister sur un parquet quand le franchise player à côté de lui est déjà un non-facteur en termes d'adresse à 3 points. Sachant qu'il reste très jeune et que voilà, c'est même si on dit que là ça marche pas, ça peut très bien marcher ailleurs. Sa carrière NBA risque d'être encore très longue et que d'ailleurs, j'ajouterais même que si même là il en venait à être tradé, je considérais même pas ça comme un échec à la draft. Enfin, je sais pas comment le dire. Pour moi, faut voir ce qu'il y a derrière quand même. Hein. Parce que le pic d'après, c'est Franz Wagner. Non, c'est Kuminga et il y a Franz Wagner en 8. Ouais, tu peux passer à côté, ouais, t'aurais pu drafter moins bien. Et je trouve que au moment où t'étais et la situation que t'avais à ce moment-là, c'était intéressant de l'avoir. Après, c'est que, on l'a déjà dit, ça s'est développé bien plus vite que ça. T'as un Jalen Williams que t'attendais peut-être pas à ce niveau. T'as eu la chance d'avoir le pick 2 et donc Chet. Enfin, il y a eu des trucs qui n'ont pas joué en sa faveur. Donc, et Shea qui est devenu une superstar plus. Voilà. Mais l'échec en soi, c'est le fit avec Shea pour Josh Giddey. C'est pas tant le talent du joueur, parce qu'on voit qu'il est bon. Hein. Les 2 premières années de Josh Giddey sont bonnes. Donc, c'est un truc qui se défend, en tout cas, a posteriori de drafter Giddey en 6. Ouais, on n'avait pas parlé, mais ouais, c'est dur de le projeter. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez de Josh Giddey. Est-ce qu'il sera prolongé ou est-ce qu'il sera là à l'Opening Night? Bon, les gens vont nous dire non, on veut pas qu'il soit là, mais est-ce qu'il sera là? C'est la question. Non, il nous reste que les rotations, du coup, maintenant qu'on a parlé de Giddey. Bon, c'est maintenant qu'il faut faire des choix. Constant, du coup, ça donnerait quoi ta rotation? Tu nous as un peu teasé tout à l'heure. Il y a le all-in du casino, là. Ouais, en termes financiers, je suis désolé, ça marche très bien. Du coup, ma rotation, allez, non, je vais vous faire les deux. Mais du coup, la rotation avec le premier scénario, le scénario bordel absolu qui n'arrivera jamais, ce serait, du coup, chez Lou Dort, J-Dub, Deni Avdija, Chet, Caruso, Kayson Wallace, Corey Kispert, Najee Marshall, Jalen Smith. Franchement, c'est pas mal. Bon, vous avez remarqué qu'il manque quelques joueurs qui étaient là sur le banc et qui ont un petit peu disparu. Et la deuxième rotation, si jamais je venais à faire Cam Johnson et si je venais à faire Malcolm Brogdon, ce serait du coup chez Dort, J-Dub, Cam Johnson, Chet. Et ce serait Malcolm Brogdon, Kayson Wallace, Corey Kispert, Aaron Wiggins et Tyler Smith, du coup, parce que je garde le pick 12, contrairement aux autres, à l'autre truc. Tu prends en 12? Non, je fais peut-être un trade down, j'essaye de me débrouiller. Après, si ça me Presti l'évalue fortement, ça me dérange pas qu'il soit pris en 12. De toute façon, la draft est tellement bordélique que en 12, en vrai, je me dis, bon, je suis OK. Tu vois, il y a des profils, genre, je sais pas, Darren Halls en 12, ça m'embête un petit peu. Parce que c'est pas complémentaire en plus à côté de Chet. Là où vraiment, Tyler Smith, je trouve qu'il peut vraiment jouer à côté de Chet. Donc voilà, si on part sur cette rotation-là où t'en as un où bon, c'est le all-in bordélique, mais bon, ce serait rigolo, hein, mais ça n'arrivera jamais. L'autre où je me dis, c'est plus quelques retouches et t'ajoutes un ou deux joueurs par-ci par-là. Ok. Tom? Alors, moi, mon 5, c'est le même que Constant. C'est Shea, Dort, J-Dub, Avdija et Chet.
Ma sortie de banc derrière, alors tu as du Kayson, tu as du D'Anthony Melton, alors, je sais pas qui je mets dans ma rotation, mais j'ai encore Isaiah Joe. Je garde Jalen, mais je le mets en concurrence avec Jalen Smith, du coup. Et il me reste Wiggins, Kenrich sur les deux. Moi, tu lâches personne, toi, contre FDR? Ah si, Guidi et Dieng. Ouais. Oh, yeah. Moi, j'ai qu'un trade, donc j'ai gardé Kenrich. Dans l'idée, si je pouvais lâcher Kenrich et on garde Dieng, on voit ce qui se passe, mais bon, on va être réaliste un peu. Et ouais, non, je fais ça. Et en fait, je sais pas si j'ai mon pick 12 ou pas, et je t'avoue que je sais pas qui se draft si j'ai pick 12. Donc, concrètement, je me projette pas avec un joueur rookie dans la rotation pour l'instant. Faut voir qui on va avoir. Ok. Bon, allez, moi, je vais faire, on va dire, le côté aventureux. Je fais un gros trade avec Atlanta. Allez, Constant m'a donné des idées. Je récupère Hunter et Bogdanovic sur le même trade. Oh là, alors tu sais que déjà au niveau des salaires, ça passe pas déjà. Tu peux quasiment plus rien faire ensuite. Hein. T'as vu tout ce que vous avez fait, ça passe pas, c'est incroyable quand même. Ah mais moi ça passe. Hein. Moi, alors là, je t'enverrai le screen, c'est marqué success. Donc tout passe. Mais du moi, coup, j'ai fait que 2 trades, hein, Pierre. Et il y en a un, c'est Jalen Smith qui a une player option actuelle. Ouais, mais du coup, alors du coup, on va dire que dans ma rotation, j'aurai Shea, Dort, J-Dub, Hunter, Chet, Cason Wallace, Bogdanovic, Nicolas Batum au minimum au poste 4, Jalen Williams. Si ça passe financièrement, ça passe. Comme j'ai pas inclus Wiggins et Joe ou peut-être en option derrière, ça passe. Si ça passe, ça passe. Et la version qui n'arrive pas à se projeter et qui pense qu'il va rien se passer de moi, et ben chez Dort Dub, Wiggins dans le 5, chez Tolgrem, Cason Wallace, Isaiah Joe, Josh Giddey, Cody Williams. Cody Williams ou Necht ou voilà, et Jalen Williams. Voilà. Et Ousmane Dieng qui a des minutes. C'est très probablement ce qui va se passer en plus. Mais après, là par contre, t'as enlevé Josh Giddey contre rien. Faut peut-être qu'on récupère quand même un truc. Non, je l'ai mis dans le banc. J'ai mis sur le banc. Il est en sortie. Ah bon, j'ai même pas entendu. Je l'ai mis sur le banc. Ah non, on va ou pas alors, rien faire. Si tu Giddey, qui c'est qui a fait je sais plus qui a parlé d'une offre. Ça serait genre un first, un second tour, un truc comme ça. C'est Veceni qui a dit que la valeur de Giddey c'était un late first plus un second tour. Vas-y, moi je le fais. Hein. Tu peux. Parce que je pense qu'il sera négatif pour certains ou dans certains trades, donc... Tu peux, hein. C'est sa valeur actuelle, hein. On va être honnête. Ah, Est-ce que tu fais genre... je sais pas, Washington, on leur a envoyé un first pour permettre aux Mavs de récupérer Gafford. Est-ce que tu le reprends pas? Je sais plus si c'est 26 ou 25 en échange de Josh Giddey et du coup tu draftes peut-être, comme j'ai dit, un Furphy ou voilà, des joueurs en fin de premier tour potentiellement. Ouais, tu prends un nouveau départ avec un joueur plus fit avec ce que tu as déjà, quoi. Ouais. Moi, ça me choque pas. Ouais, non, pourquoi pas. Un truc, juste pour t'en débarrasser, entre guillemets. Hein. C'est pour ça que je ne vois pas partir. Vous voyez bien, la valeur de Giddey actuellement, c'est compliqué. Donc... Oui, après, il y a aussi la théorie de l'addition via la soustraction. C'est-à-dire que si tu enlèves Giddey, peut-être que tu t'enlèves des problématiques et que si tu le remplaces par un joueur qui te pose moins de problèmes, peut-être que tu vas l'échanger contre une valeur marchande nulle, mais que le retour terrain sera quand même plus positif parce que moins de problèmes. Voilà. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. On a beaucoup débattu sur les trades, sur la free agency, etc. Bon, c'était le cœur du sujet. Hein. C'est mieux que de débattre de qui on va drafter, honnêtement. C'est plus intéressant. Mais on aura encore plus tort. C'est ça qui m'inquiète. Non, mais c'est bien. C'est qu'on a fait quand même 1h40, un peu plus d'1h40 à dire oui, Deni Avdija, Wickham Johnson, Corey Kispert, pour finalement... garder Josh Giddey, non. Garder Josh Giddey, drafter en 12, prolonger Aaron Wiggins et Isaiah Joe pour passer au-dessus du salary floor et on se retrouve au mois d'octobre. Allez, la même équipe, on n'a rien à analyser, voilà, c'est la même chose que l'année dernière. Quand la seule arrivée, ça va être le retour de Poku au minimum, là, ça va être génial. Après, Isaiah Joe a dit qu'on sera, la saison prochaine, on sera championship built. Donc attention, déjà ça veut dire qu'il sera, pour lui, il sera encore là l'été prochain, enfin l'an prochain. Je rigole, si du coup il est tradé pour un mec, du coup c'est dur pour lui. Quoi. Et KCC est championship build après ce trade. Ouais, mais du coup si t'es championship build, ça veut dire que tu changes des trucs. Hein. Ou ça veut dire que tu considérais que t'étais pas championship build cette année, ce qui est un peu embêtant pour un first seed. Mais ça c'est un autre débat.
Ouais. Donc en tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire ou partout vos avis, qu'est-ce que vous aimeriez que Saint-Presti fasse, ou si vous êtes convaincu par nos propositions, et abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. Puis on se retrouve très vite. Déjà, il y aura la draft dans quelques temps, on en reparlera un petit peu quand même, on va reparler de quelques joueurs, et puis on la fera peut-être en live aussi quand même si on sera un peu moins concerné, un peu moins dans le stress maintenant. Et puis à bientôt, salut tout le monde. Salut.